Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on a le plaisir d'avoir Sébastien Avala de l'IRA de Grenoble ici pour nous parler des tests unitaires, une philosophie humaine face à son logiciel et pas que ça. Bon, merci. Ok, donc je suis dans un labo de physicien, et sauf erreur, vous êtes plutôt physicien des particules ou astrophysique, et normalement, du coup, vous faites un tout petit peu, voire beaucoup, de code. Qui ne fait pas de code ici? Ah, il y en a un. Ah, dis donc, il y a des gens qui ont réussi à échapper à la souffrance absolue de tous les autres. Non, bon, plus sérieusement, vous êtes tous aujourd'hui, enfin, beaucoup d'entre vous, vous êtes confrontés, en tout cas, on va dire les trois quarts de la salle, voire 90%, vous êtes confrontés à un petit problème, c'est que vous avez un code à écrire potentiellement compliqué. Vous êtes physicien, donc votre but dans la vie quand vous voulez le matin, c'est a priori pas de faire de l'informatique, mais plutôt de faire de la physique. Alors l'informatique est un moyen de le faire, donc vous le faites. Et forcément en chemin, il y a quelques difficultés en route, c'est que l'informatique c'est pas quelque chose de si simple. Quand le code il commence à gonfler, c'est pas aussi facile. Et alors si on commence à travailler à plusieurs, alors là ça commence à devenir un petit peu difficile. Euh, donc là, ce qu'on va partager un petit peu aujourd'hui, c'est vraiment une question de génie logiciel. C'est comment on s'y prend pour bien faire et comment on se facilite la vie, donc au sens technique, mais aussi au sens humain. Donc c'est ce que je vais partager ici. Les tests unitaires, comment c'est une philosophie qui va nous aider face à notre logiciel au sens technique, mais aussi et surtout, c'est ce que je vais partager ici, au sens humain. D'accord. Donc on va rester. Je ne vais pas rentrer dans la technique. C'est pas le but de ma présentation ici. Ça va être vraiment de rester assez haut niveau. Et ce que je vais partager, c'est moi, j'ai eu l'occasion de la pratiquer intensivement pendant 13 ans, depuis ma thèse en fait. Et donc voilà, qu'est-ce que j'en ai gagné, qu'est-ce que j'en retire, quels sont les problèmes. Euh, je l'avais dit dans le résumé qu'on avait envoyé, moi j'ai bourlingué un petit peu, j'ai fait ma thèse au CEA, je suis passé aussi dans l'industrie, quelques post-docs, une partie du temps au CERN aussi, essentiellement sur des gros codes, hein, je vais le dire justement, mon expérience c'est un petit peu pas classique on va dire. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans la présentation, bon, déjà, pourquoi est-ce que je me suis mis au test unitaire, hein, histoire de, c'est quoi le point de départ. Un petit peu de philosophie et de motivation. Là, on va prendre une petite histoire un peu rigolote sur autre chose que de l'informatique pour comparer à la vie réelle. Euh, Comment est-ce qu'on pense ces tests? Ça, on va dire, ce sera un peu plus pratique. Mon retour d'expérience. Donc là, comment est-ce que j'ai ressenti ce que j'ai vécu au travers de mon chemin là-dedans. Alors, les tests, c'est pas mon sujet de thèse, hein. C'était un moyen, moi, de résoudre mes problèmes à moi, qui sont plutôt la gestion de la mémoire sur les supercalculateurs, hein. Donc, on part ailleurs. Comment aussi, quand on arrive dans l'entreprise, on fait les choses. Donc, ce que j'ai essayé de partager, c'est essentiellement hein, les lunettes à travers lesquelles moi je regarde les choses. D'accord. On va essayer voilà, un retour d'expérience, hein, ce que je peux raconter. Et puis, si je dépasse pas sur le temps, je vais essayer de vous donner quelques retours de temps. Combien de temps on gagne quand on fait ça? Alors moi, pour moi, c'est pas un argument. N'empêche que ça permet des fois de justifier pourquoi ça vaut le coup de le faire. Donc j'ai quelques exemples, on verra lesquels on arrive à sortir dans le temps qui me restera. Alors pourquoi j'ai démarré? Once upon a time, hein, du coup il y a quelques temps, ouais, j'étais stagiaire au CEA en 2009. Mon but c'était de développer un module noyau pour Linux, pour quelque chose qu'on voulait explorer sur les supercalculateurs là-bas. Donc pendant 5 mois, j'ai fait mes développements. Puis un jour, j'ai fait les tests de mon module noyau sous ma session KDE. Voilà. Alors, super content, tout marchait bien. Puis bon, du coup, à la fin de mon stage, c'était quoi, 3 semaines avant la fin, les gens viennent me voir et le but de ce que je faisais, c'était d'appliquer ça sur une simulation numérique, hein, une grosse, donc multiphysique, multimatériaux, 1 million de lignes de C++, voilà, un petit code, on va dire, sur une grosse machine, 16 threads à l'époque, ce qui était déjà pas mal pour en 2009. Alors bon, on lance la simulation. Alors ça commence à tourner, ça tourne pendant une demi-heure. Alors inutile de dire que moi devant la machine, j'étais tout content, je commençais à danser. C'était super, hein, ça marche. Et puis d'un coup, juste avant de quitter, au moment de faire exit, crash. Et puis kernel panique. Voilà, la machine frisée. Ah mince. Et puis résultat des courses, 2 mois de débugage avec la seule possibilité qui était de loguer tous les appels que j'avais à mon module noyau, ce qui correspondait sur cette application à peu près à 75 millions pour la durée que ça avait tourné, et de chercher dans les 75 millions d'entrées, c'est quoi le problème. Bon, inutile de dire que les 2 mois en question, ils n'étaient pas très drôles à faire. Donc quand je suis arrivé en thèse et que mon but c'était de développer un allocateur mémoire pour cette application, inutile de dire que je me suis dit c'était pas la bonne approche d'y aller comme un bourrin.
d'accord? Parce que j'avais pas envie de souffrir une énième fois. Et je savais que, vu la façon de développer cette application, hein, qui a été développée par des physiciens au CEA depuis longtemps, il y avait quelques petits soucis dedans. Donc, bah, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je me suis dit, bah, on m'a expliqué, moi, en cours, que les tests unitaires, c'était bien. Je n'étais pas complètement convaincu, hein, on va être franc, je vous le rappellerai un peu dans la présentation, mais bon, je me suis dit, allez, on essaye, on verra bien, je pense que ça peut m'apporter quelque chose. Voilà. Donc, j'ai pratiqué et puis, bah, j'en ai appris des choses. Donc, c'est un peu ce que je vais essayer de partager ici. Donc, le retour de feedback que je vais vous faire, on va dire, c'est le retour de 13 ans de pratique quasi continue. Alors, j'ai eu des fois des projets où j'avais pas. Donc, c'est intéressant parce que ça permet de comparer. J'avais pas, que ça donne humainement devant la machine. Il y a eu 4 ans en industrie, dans une équipe en Scrum, donc méthode agile. Donc là, on va dire un domaine un peu autre que ce qu'on a dans la recherche, on va dire plus praticable. En termes de code, bon, moi j'ai beaucoup, voilà, j'ai beaucoup forgé pour devenir forgeron, comme on dirait. Le retour d'expérience de test, moi, c'est 17 projets, beaucoup personnels, et puis donc des petits aussi, et puis les plus gros qui sont mes postdocs et thèses ou industriels. Pour ce que j'ai écrit moi, ça représente à peu près 200 000 lignes de code dans différents langages, on va dire C, C++, Rust, Python, Node.js, Java, Go. Donc ça donne un petit panel un petit peu pour réfléchir à la question et d'avoir un peu de recul sur voilà, quelles sont les bonnes pratiques, les problèmes qui se posent ou qu'est-ce qui est bon ou mauvais, enfin bon ou mauvais, plus délicat à faire parfois. Couverture de code pour mes tests à moi, c'était en général au départ plutôt 43% et à la fin maintenant je suis plutôt à des couvertures de 90% testées dans ce que je produis. Voilà. Bien sûr, il y a eu aussi des projets où j'avais pas de test. Typiquement, le dernier où j'étais avant celui où je suis aujourd'hui, qui était dans une entreprise où on était sur un système de stockage parallèle, objet, 150 000 lignes de code, 50 développeurs à faire tourner sur des serveurs, 0 test, unitaire en tout cas. Bon, ça fait ressentir les choses un peu différemment quand on n'a pas, qu'est-ce que ça donne quand on est en face. D'accord. Donc voilà, ce que j'ai partagé dans la présentation, c'est un peu le recul d'avoir vécu tout ça, qu'est-ce que je peux en dire et qui, à mon avis, peut apporter aussi. Alors, aux industriels, mais je pense que dans la recherche, ça peut aussi nous apporter beaucoup. Moi, ça m'a apporté, en tout cas, pendant tous mes sujets de thèse et postdoc, si j'ai pu avoir des choses très praticables sur les vraies applications, c'est aussi parce que j'avais cette démarche. Donc, en termes de chercheur, c'est aussi intéressant. Alors maintenant, on va filer un petit peu vers de la philosophie de motivation. Alors pour ça, on va aller se raconter une petite histoire on va s'éloigner de l'informatique, on va aller partir ailleurs. Moi, j'aime bien des fois comparer aux choses de la vie réelle, c'est drôle parce que quand on compare, on se rend compte qu'en fait, en informatique, on est dans un monde abstrait. Des fois, on fait des trucs absurdes sans s'en rendre compte parce que dans la vraie vie, on fait absolument pas ça. Alors déjà, on va essayer d'attaquer un premier concept qu'on a en informatique qui est très présent. Vous allez assez rapidement comprendre ce que c'est. On va prendre un petit sujet que vous connaissez peut-être. Hein. Vous êtes physicien des particules. Vous savez qu'en 45, à Hanford, on a dû faire le plutonium. On a voulu faire ça vite, très vite. Donc, bon, un réacteur, hein, on prend de l'eau, ça passe dans le réacteur, hop, on jette dans la rivière. Bon, l'écologie à l'époque, c'était pas trop ça. Bon, on va dire que c'était pas très malin, mais alors ce qui était encore moins malin, c'était bon, bah, les déchets, voilà, la gestion des déchets, on fait un trou, on met dans le sable. Bon, ça demande quelques personnes, hein, 12 personnes, un camion, hop, c'est géré. Bon, les déchets liquides, des cuves dans le sable, ça va bien. Hop, bon, quelques personnes. 55 ans plus tard, malheureusement, bah, elle commence à fuir, 2010. Et là, c'est un truc qu'on appelle la dette technique. On a fait un truc à l'arrache, et 20 ans, 30 ans, 50 ans plus tard, on en paye le prix. Bon, pour ce qui est de ce petit problème-là aux États-Unis, on va dire petit si on veut, les estimations du rapport de 2019, ça c'est un graphique hein, qui vient d'un rapport public, 600 milliards de dollars estimés jusqu'en 2090. Voilà, dette technique. J'ai fait à l'arrache, 12 personnes qui font un trou, c'est facile, une cuve, c'est facile, ça coûte un petit peu après. Eh ben, en informatique, on a le même problème. Alors bon, il est moins gênant, on va dire, c'est un peu plus facile à digérer. Ça, c'est une courbe qui a été faite par Capers-Jones. Donc ça, c'est un ingénieur en informatique dans les années 96. Alors, il a fait une version plus moderne. J'ai pas réussi à trouver le graphe en numérique. Où il a étudié plus de 10 000 projets dans le monde, plutôt côté industrie, mais aussi un peu recherche, notamment aux États-Unis, et essayer d'évaluer c'est quoi le coût de correction d'un bug en fonction de l'étape de développement du projet informatique. Alors, à l'époque, bon, on avait une approche différente d'aujourd'hui, côté industriel en tout cas, où on codait puis on faisait les tests, d'accord? On a plutôt inversé les choses aujourd'hui, justement, c'est ce que je vais vous expliquer. Pour ce qui nous intéresse, nous, ce qu'il faut se rappeler, justement, c'est cette courbe violette là, c'est que le coût de correction d'un bug, plus on va avancer dans l'étape de développement, notamment au moment où on va arriver en release, c'est-à-dire en production, plus le coût de correction d'un bug va augmenter.
D'accord? Est-ce que vous avez augmenté? Typiquement, vous avez un facteur 640 entre au moment où vous développez le petit code et au moment où il est en production, il faut corriger un problème. Alors pourquoi ça coûte si cher? Bah, bon, déjà, s'il est en production, qu'il y a eu un plantage chez le client, hein, vous imaginez votre banque, s'il y a un plantage, bon, il y a un petit coût. Mais surtout, une fois que c'est chez le client, on change pas les choses comme ça. Hein, bon, au CERN, vous voyez bien que si vous avez un code qui est parti en production, il faut des mois pour se mettre d'accord sur c'est bien la release qu'on fait, etc. C'est du temps de discussion, il faut discuter à plusieurs, se mettre d'accord, machin est pas d'accord, faut discuter. Donc la moindre correction, une fois qu'on est rentré dans le mode un peu release ou un peu avancé dans le projet, ça devient beaucoup plus coûteux. Au-delà de ça, techniquement dans le code, c'est plus compliqué à changer les choses puisque tout en dépend autour. D'accord? Donc plus on va corriger les problèmes tôt, mieux c'est. Voilà. Si on veut résumer, c'est à peu près ça qu'on peut dire de ce graphe. Donc évidemment, idéalement, plus on va essayer de faire de tests unitaires le plus tôt possible et plus on va se faciliter la vie. Alors, test unitaire ou test autre, d'ailleurs, ça peut être des tests d'intégration. Là, on voit qu'il y a différents noms qui existent ici. Donc là, justement, on va essayer de voir un petit peu ces différentes approches. Alors, pour les différentes approches, pour penser à propos des tests, on va imaginer qu'on est un fabricant automobile. On va sortir de notre code informatique et de la physique. Et puis, vous êtes en train de fabriquer une voiture. Alors, c'est une photo de ma voiture. Je fais pas de pub, j'ai pas d'action chez Renault. Et puis, on va imaginer qu'on est le fabricant de la boîte à vitesse. D'accord? Vous êtes ingénieur chez Renault, vous fabriquez la boîte à vitesse. Qu'est-ce que vous faites? Si vous faites votre logiciel, enfin votre boîte à vitesse comme vous faites votre logiciel, sûrement pour beaucoup d'entre vous ici, bah, j'écris le logiciel, je teste 2-3 trucs et puis je donne le logiciel au suivant. Le doctorant suivant pour vous ou le postdoc. Et puis roule ma poule, vas-y. Qui fait ça ici? Moi j'ai déjà fait. Hein, on a tendance. Alors, j'exagère un peu sur ce qu'on fait, mais entre guillemets, si on pousse à l'extrême, c'est un peu ça. Donc le suivant, il prie et puis il espère que ça marche. Alors si c'est une voiture, évidemment, je doute que vous l'achetiez. Donc si on va être un peu plus sérieux, ce qu'on va plutôt faire, c'est un test manuel. D'accord? Ça, c'est peut-être plus probablement ce que vous faites tous les jours. Hein. Vous écrivez votre logiciel et puis vous le lancez, puis vous vérifiez que ça marche. D'accord? Alors la façon de test, si on fait une voiture, ben, on prend le stagiaire qui vient d'arriver au mois de juin et puis on lui dit, bah, tu prends la voiture, tu fais un Grenoble-Marseille, puisque moi je viens de Grenoble, et puis tu nous dis si ça va bien. D'accord? Bon, pour vérifier que tout va bien, faut quand même vérifier un peu des métriques, etc. Alors, la manière naïve, c'est de dire, bah, tu prends le stéthoscope et puis t'écoutes si la boîte à vitesse, elle fait du bruit. Pendant que tu roules, hein, c'est pas mal. Avec le stéthoscope, on roule. Comment on fait? Ouais. Est-ce qu'on n'a pas tendance à faire ça quand on développe, nous? Qui pense qu'il fait ça déjà tous les jours? Hein? On évite là-dedans quand même. Hein. Moi, je l'ai fait aussi. Et on y tombe tous les jours. Hein. Moi, ça m'arrive encore, même aujourd'hui, des fois. Alors c'est pas gênant de faire ça, hein, il faut le faire aussi de temps en temps, mais bon, si on fait que ça, peut-être que vous achetez, encore une fois, vous achèteriez peut-être pas la voiture si elle était faite comme ça. Alors comment on peut améliorer? Méthode 2, ben, on va faire un test, alors toujours manuel, mais on va essayer de se décrire un petit peu des choses à tester avec un protocole. On va être un peu plus sérieux, on est scientifique. On essaie de se faire une liste de tests. Alors sur le cas de la voiture, ben, on peut se faire un circuit de test. Hein, on passe des ronds-points, des virages. Voilà, alors vous, votre logiciel, c'est peut-être, vous avez un cas test avec vos différentes collisions, par exemple, qui vont bien, puis vous jouez ça à chaque fois que vous avez fait une modif. D'accord? Vous êtes normalement un petit peu à cheval entre ce genre de choses et puis jouer à la main avec ce que vous avez écrit. Bon, c'est déjà bien, hein, c'est déjà un beau progrès d'être là. Mais bon, enfin, on reste quand même avec quelque chose de manuel, quoi. C'est-à-dire que c'est pas très agréable. Et puis un logiciel, ça fait des milliers de choses, et donc est-ce qu'on va vraiment tout tester à chaque fois? C'est relativement peu probable. Donc, méthode un petit peu plus avancée, on va essayer d'automatiser. D'accord? Alors, on peut prendre la voiture, on l'automatise. Alors là, je vais prendre l'exemple d'un crash test, par exemple. Hein, la voiture, il n'y a pas un chauffeur avec, évidemment. Et donc, soit on la fait rouler sur un circuit et puis il y a un problème, elle se prend un mur parce qu'elle est sortie du circuit, soit la boîte à vitesse a explosé parce qu'elle marchait pas. On a mal fabriqué, hein, on a été mauvais ingénieur pour la boîte à vitesse. La boîte à vitesse a explosé, bon, très bien. Ah ouais, mais maintenant j'ai la boîte à vitesse qui a explosé au milieu de la voiture et il s'agit de débugger. C'est quoi le problème? J'ai mes pignons qui ont volé partout, le tableau de bord a été arraché. Il est où le problème? C'est quoi qui a craché? Et en fait, c'est là qu'on va voir que le test automatisé, hein, quand vous faites les tests aujourd'hui, il y a des gens avec GitLab CI, l'intégration continue, vous avez des tests d'intégration. Hein, vous dites, voilà, je fais tourner tout mon programme en entier. C'est le cas qu'on a là.
Seulement quand ça plante, bah, il y avait tout, quoi. Il y a 1 million de lignes qui ont été appelées potentiellement, et il y en a une au milieu qui a posé problème. Aller chercher où est le problème, ça va prendre un certain temps. D'accord? Alors, bien sûr qu'il faut faire ça aussi, mais est-ce que si on fait que ça, encore une fois, on va perdre notre temps? Ça va être super difficile à développer la boîte à vitesse, hein. Alors, en tant qu'informaticien, lancer le programme, ça va vite. C'est vrai qu'on comprend bien que pour le fabricant de voiture, fabriquer un prototype, ça va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. On va pas s'amuser à faire ça tous les jours. Bon, nous, lancer le programme, c'est point slash machin, et puis c'est lancé. Alors on se dit, bah c'est facile. Ouais, mais le débugger en pratique, ça va commencer à être 1 semaine, 3 jours, ça commence à coûter, quoi. Non, non, si vous êtes un fabricant de boîte à vitesse, enfin en tout cas l'ingénieur chez Renault, ce que vous allez plutôt faire, c'est un banc d'essai. D'accord? Et j'imagine que pour le CERN, vous faites tout ça, hein. Je veux dire, votre capteur, votre carte électronique, vous la testez pas dans le LHC, vous la testez d'abord sur un banc d'essai chez vous, ici dans le labo. D'accord? Vous faites tout ça en fait en pratique déjà, sur au moins la partie électronique. Donc le banc d'essai, c'est quoi? Ben, je me mets dans une situation contrôlée, je prends que ma carte. Alors pour le cas de la boîte à vitesse, ben, je l'accroche sur un mur, je mets un moteur électrique dessus et puis je regarde. D'accord? L'avantage, c'est que, bon, ça vous maîtrisez tout mieux que moi, je pense. Je peux y mettre une caméra infrarouge pour voir qu'elle chauffe pas. Je peux mesurer avec des micros les vibrations de la boîte. Je peux faire plein de choses et tirer des métriques que, alors si je suis dans l'industrie, je vais pouvoir vendre à mon client en disant, bah voilà ce que j'ai amélioré sur la boîte. Et clairement, quand je change un pignon dans la boîte, c'est plus facile de tester comme ça que si je mets à chaque fois la boîte dans la voiture, hein, ou la carte électronique dans le LHC, hein. Quand je change une puce, je mets la carte dans le LHC. Bon, d'ailleurs, j'aurais dû prendre ça comme exemple, d'ailleurs. J'adapte mes slides, ça serait pas mal. Enfin voilà, le truc, c'est de dire, je veux tester que la partie qui m'intéresse. D'accord? C'est ça la clé. C'est ce qu'on appelle le test unitaire. Je vais prendre un sous-ensemble et je vais tester que ça. Je vais pas commencer à tester tout ensemble, là, dans tous les sens. Ça veut dire évidemment qu'il va falloir des interfaces, hein, parce que pour pouvoir brancher le moteur sur la boîte à vitesse, il ne faut pas que la boîte à vitesse soit dépendante de tout ce qu'il y a autour dans la voiture. D'accord? Il faut isoler les choses. D'accord? Et ça va être important parce que ça va nous obliger à faire des boîtes. On va en discuter dans la suite. Donc test unitaire, on va voir que là on a parlé de différents types de tests, hein, unitaire, intégration, enfin la boîte à vitesse, la voiture complète, etc. En fait, on peut voir qu'il y a comme une forme de gradient qui va apparaître. Il y a le test unitaire, hein, le pignon tout seul. Est-ce que les dents du pignon sont correctes ou elles résistent correctement à l'usure? Deux pignons, est-ce qu'ils s'emboîtent bien, qu'ils marchent bien ensemble, qu'ils fusent pas? Et puis 3 pignons, et puis 4 pignons, et puis la boîte à vitesse en entière, et puis la boîte à vitesse dans la voiture. D'accord? En informatique, on a tendance à dire intégration pour la boîte à vitesse entière, et puis end-to-end, on met vraiment tout ensemble, la voiture entière, le LHC pour vous, et puis on vérifie que ça marche. D'accord? Alors on a l'impression qu'il y a un peu comme deux mondes, le test unitaire et les tests d'intégration. En vrai, en termes d'outils qu'on va utiliser pour faire ça, souvent, pas toujours, on va avoir une espèce de gradient, hein. C'est-à-dire que au début, on teste 1 pignon, 2 pignons, 4 pignons, et c'est un peu les mêmes outils qu'on va utiliser le long du chemin en général. Pas forcément pour les derniers étages, mais quand même. Donc moi, j'aime pas non plus faire une situation hyper nette entre les différents types de tests, mais n'empêche qu'on voit bien qu'il y a une suite à faire quand on suit un chemin pour faire notre progression. Alors un test unitaire, qu'est-ce que c'est, hein? Je vais avoir un test automatisé. Alors par exemple, je vais tester une particule. J'ai une classe pour tester mes particules, et puis je vais lancer mon test, et puis ça va me dire que tout est passé. Voilà. Moi, c'est ce que je veux. J'ai un truc qui est automatique, je le lance et il me dit tout va bien. D'accord? Et c'est automatique, c'est pas à moi à aller lire dans la sortie du programme, c'est écrit 33 et j'attends 33.5 et donc ça va ou ça va pas. D'accord? Je veux que ce soit automatisé parce que je veux pas avoir à moi me casser la tête à chaque fois à l'œil, à aller vérifier que tout est correct. Alors un test, juste pour, j'ai rajouté ça d'ici, vu que quand je parle des informaticiens, je le remets pas, mais un test unitaire, c'est quoi? Si j'ai une fonction à valeur absolue, un test unitaire le plus basique possible que je peux faire, je lui donne -10 et je vérifie que ça donne 10. D'accord? Alors en général, en test unitaire, on utilise le mot-clé assert pour dire vérifie que c'est vrai. Si c'est pas vrai, le programme s'arrête, il dit ligne 33, machin a été pas la bonne valeur. D'accord? Un test unitaire, c'est rien de plus que ça en fait, hein. C'est vraiment très simple. Alors, si on en prend un petit peu plus compliqué, qui correspond un peu plus à ce que vous faites, c'est un truc que j'avais fait pour le CPPM à Marseille, ça. L'exemple simple, c'est une particule. C'est implémenter une particule. Un truc basique que vous avez probablement tous à faire. Puis on va tester qu'elle peut se déplacer. D'accord? Donc je crée une particule en position 0. Je vais vérifier qu'elle est bien en position 0 au départ. Je vais la déplacer de 10. Alors en informatique, on prend plutôt l'exemple de la tortue pour ça, mais pour vous, c'est mieux de parler de particules. Et puis je vais vérifier qu'après le mouvement, elle est bien à la position 10.
D'accord? Alors, vous allez me dire, c'est un test idiot. Ça, c'est le truc qu'on donne dans les cours des étudiants, et c'est pour ça que moi, je me disais, bah, ouais, bon, d'accord, mais dans un vrai programme, ça va être un peu plus dur. Alors, un cas un petit peu plus compliqué, deux particules. Je crée deux particules à des positions avec une vitesse, et puis je vérifie si elles collisionnent. Et puis après la collision, je vais vérifier qu'elles sont bien allées reparties en direction opposée et qu'elles sont en bonne position. D'accord? Je vais être honnête, moi, quand je fais des tests unitaires, si j'ai quelque chose de alors, un peu plus compliqué, ok, mais beaucoup plus compliqué que ça, c'est que c'est pas bon. Les tests unitaires, il faut que ça reste simple et lisible. Si ça devient compliqué, vous êtes déjà en train de partir nager dans comment les gérer après. Alors, on peut faire un peu plus compliqué que ça, bien sûr, mais si vous commencez à avoir un test unitaire qui fait 600 lignes, déjà, c'est que c'est pas bon. D'accord? Vous verrez que les tests unitaires, dans tous les langages de programmation, les tests unitaires, en général, jouent sur le mot-clé assert, alors sous différentes formes, suivant les langages ou les bibliothèques qu'on utilise. On va vérifier une assertion, vérifier que quelque chose est vrai. D'accord. C'est les points de mesure, hein, si vous avez de l'électronique. Alors maintenant, ma particule, je peux lancer les tests. Et si ça va pas, le test va me dire, il va m'afficher le code, me donner la ligne, il peut me dire, bah, j'ai 1.5 au lieu de 3, ton code est faux. D'accord. Et donc moi, pour débugger, j'ai de l'info. Hein. C'est 3 au lieu de 1.5, c'est à ta ligne que ça va pas. Je gagne du temps pour débugger. D'accord? C'est pas ça a fait segfault et d'accord? Donc c'est une aide. L'idée c'est vraiment quand ça va cracher, je vais avoir de l'information pour corriger mes problèmes. Bah, comme pour les cartes électroniques, hein, en général vous avez des points de mesure, des attentes, etc. En fait en électronique vous faites déjà ça. Malheureusement en informatique on prend l'habitude de ne pas le faire, étrangement. Alors pour un test un peu plus réaliste, on va dire c'est sur un projet européen sur lequel j'étais en C++, là je suis en train de valider à peu près 15 000 lignes de code. D'accord? Alors les tests unitaires, ce qui est intéressant, c'est comme je teste que des petits trucs, ça va très vite de les exécuter. Voilà, 9 secondes, j'ai validé 15 000 lignes de code. Alors il y avait un projet équivalent dans ma boîte, là, du coup, ils avaient que des tests d'intégration, c'est-à-dire lancer à chaque fois un programme complet, hein, la voiture entière. Bilan des courses, les tests pour passer, c'était plutôt une demi-heure. D'accord? Donc je reviendrai un petit peu là-dessus après. Alors, on a vu qu'est-ce que c'était les tests. Bon, là, je vous ai montré un peu l'exemple classique que j'avais eu moi en cours à l'université. Vous voyez, la tortue, la particule, bon, c'est facile. Bon, mes codes dans la vraie vie, c'est pas juste une particule, c'est pas juste une tortue, c'est un peu plus dur. Donc, c'est quoi mon retour d'expérience là-dedans? Alors, déjà, il y a une question humaine. Quand vous arrivez dans une équipe, bon, vous avez un code existant, puis vous vous dites, bah, on va faire les tests unitaires. Alors, les gens disent, bah, les tests unitaires, bon, on va falloir commencer à modifier mon code, etc. Les gens comprennent bien qu'il faut commencer à investir un peu. Humainement, c'est assez difficile à pousser. Alors, quand on a un code existant, souvent, ce que les gens vont faire, vont dire le test d'intégration, hein, le coup de la voiture qui fait le circuit, etc., un peu automatisé. Ça, les gens comprennent bien que c'est un intérêt. Donc, assez facilement, on y va. Souvent, tout le monde est d'accord. Alors après, comment faire? Bon, c'est pas toujours OK. Souvent, en informatique, ça se finit avec un petit script shell un petit peu crado qui arrive quelque part, qui lance le programme plein de fois, et puis teste des trucs. Et puis, c'est en général comme ça qu'on part. Ça semble facile, mais par contre, on va très vite se rendre compte, si on part là-dedans, que les coûts vont devenir assez rapidement importants. Hein. Comme je disais, le cas de mon entreprise où les tests c'était 1 heure. Alors c'était même pire que ça, au CEA, là où j'étais, le projet dans lequel je développais, il y avait toute une partie du projet qui était existante et pas moyen de pousser les tests unitaires, c'était pas possible. Donc les gens ont dit, bah cool, on va mettre des tests d'intégration. Donc nous, on faisait du MPI, une implémentation MPI particulière. On a importé des tests qui étaient préexistants, donc on avait 10 000 tests, et au moment où on a importé les 10 000 tests, évidemment, 5 000 échouaient. Je vous laisse imaginer, donc tout ça mettait 1 semaine à tourner en plus, donc c'est très agréable. Je vous imaginez la psychologie des gens dans l'équipe. Hein. Vous arrivez le matin, vous dites, ah, 5 000 qui ont échoué. Le moral, il est cassé. Hein. Donc, en vrai, c'était assez difficile à débugger, et en vrai, ce qui se passait, c'est que personne allait regarder la test suite. Alors c'est moi qui m'y coltinais de temps en temps, aller prendre un test et puis donner à quelqu'un pour aller corriger, puis on avançait comme ça pendant 3 ans pour arriver à tous les corriger. Donc à la fois c'est bien, ça nous a validé, mais la quantité d'efforts qu'on a mis pour avoir les tests d'intégration, c'était vraiment énorme et en fait c'était vraiment pénible à gérer. À cette échelle, enfin fait comme ça jusqu'au bout de manière bourrine, c'était vraiment pas très malin. Je peux mettre un autre exemple. Ça c'était plutôt côté industrie. Donc là on était en équipe Scrum. Pareil, les gens n'avaient pas voulu faire de test unitaire, donc que test d'intégration. Les tests d'intégration prenaient, ce que je disais tout à l'heure, là c'était plus raisonnable, 40 minutes pour passer la test suite. Moi j'avais un projet équivalent dans le projet européen où j'étais chez eux, 9 secondes pour faire tester à peu près l'équivalent. D'accord? Donc vous imaginez dans le process de développement, vous faites une modification dans le code, tournez les tests, 9 secondes, je sais si c'est bon, tout est bon ou pas bon. 40 minutes, déjà, vous dites, bah, je vais tout écrire et puis je testerai après, quoi. Donc déjà, votre process, il est cassé. D'accord?
Et puis en plus, nous, le test d'intégration, ça demande une voiture complète, un circuit, tout ça. Ça veut dire qu'un jour, nous, dans l'entreprise, ils ont décidé de changer la plateforme où on faisait les tests d'intégration. Ils ont changé, on est passé chez un autre fournisseur. Et du coup, il a fallu migrer tous les tests d'intégration. Alors ça, il y en a peut-être au CERN qui connaissent, hein, quand on migre la plateforme de test d'intégration, qu'est-ce que ça donne? Chez nous, dans l'entreprise, c'était un développeur et demi pendant, j'ai mis 15, c'était 15 semaines. Donc, c'était à peu près ouais, 5 mois de boulot, 5 mois hommes de boulot mangé à migrer les tests. D'accord. Évidemment, il y avait plein de problèmes, c'était difficile, ouais, ça, 5 mois pour migrer, cumulé. Les tests unitaires que j'avais moi sur le projet européen, sachant que j'avais fait partie des premiers, donc il fallait aussi débugger la nouvelle plateforme au passage, c'était une semaine pour porter le truc. Une semaine, 5 mois. D'accord. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas faire tes intégrations, mais si on commence à en faire beaucoup, bah, ça va être dur à maintenir dans la durée. Donc, faut un équilibre entre ce qu'on va faire. Les tests unitaires, pour ça, sont une bien meilleure approche. D'accord. Il faut y faire un peu attention parce que les tests d'intégration, au début, on en a 2, 3, 4, 5, puis demain, 33. D'accord. Puis après-demain, 100. Et puis, bah, au début, c'était acceptable, c'était 10 minutes, et puis à la fin, c'est 1 heure, et là, ça l'est plus. Plus ou c'est plus délicat. Alors, les tests unitaires, d'un point de vue humain, c'est un peu plus délicat. Les gens comprennent bien que le code, s'il n'a pas été pensé pour, ça va être dur. Ça va demander du temps. Donc, en général, dans les équipes, c'est assez difficile à pousser quand on a un code existant. Puis en plus, il faut accepter que même dans un nouveau projet, il va falloir accepter qu'au début, on sera plus lent. Et c'est après seulement qu'on va gagner du temps. D'accord. Donc, je vous essaierai de vous donner des chiffres à la fin de la présentation de ça. Donc, arriver à convaincre les gens qui n'ont jamais fait de test unitaire au début, c'est pas toujours évident d'un point de vue humain. Euh, et vraiment difficile dans un logiciel préexistant, comme je disais. Le premier bloquant, c'est que les gens vont dire ah, bah, alors cette fonction-là, elle est trop difficile à tester. Bon, alors on teste pas. Celle-là, bah, elle est appelée par trop d'autres, alors c'est plus un test unitaire, elle est difficile à tester aussi, alors on la teste pas. Bon, celle-là, elle est trop simple, ça sert à rien de la tester, alors on teste pas. Celle-là, oulala, touche pas à ce code-là, on ne change rien. Et si tu casses ça, là, on a mis trop de temps à faire marcher, touche pas. D'accord. Donc dans un code existant, souvent c'est ça qui arrive. Ce qui veut dire qu'en général, faire les tests unitaires, c'est un peu fini. D'accord. Humainement, hein, techniquement c'est faisable, mais humainement c'est souvent difficile quand on a plusieurs. Pour des bonnes raisons aussi, hein. C'est pas, il n'y a pas de reproche, c'est juste que enfin, faut tenir compte aussi de l'humain autour du logiciel. Et c'est pas un code, il vit pas tout seul dans son coin. Euh, alors pour en revenir à moi, bon, j'avais eu un cours comme ça, quelqu'un qui m'avait présenté le cas de la tortue. Alors pour vous, la particule ici, bon, ça a l'air simple, hein. Ouais, je fais une classe, machin. On dit, bah, super. Bah, moi, j'ai des projets existants, alors tiens, je vais essayer. Moi, j'avais un petit projet perso dans un coin, je dis, bah, je vais essayer. Alors, j'ai essayé. Bon. Je crois que ça devait faire 3000 lignes, quelque chose comme ça, un truc assez petit, hein. C'était pas très gros, c'était un projet d'étudiant. Bon, honnêtement, l'impression que j'ai eu moi, c'est de perdre mon temps. C'était difficile, je savais pas comment m'y prendre. Je voyais pas le bénéfice parce que bah, moi j'avais l'impression qu'il marchait mon logiciel. Puis bah, j'avais déjà tout, alors c'était juste, fallait que je passe mon temps à corriger les tests. Puis en plus c'est pas très agréable parce que des fois quand on fait les tests, on se rend compte que ce qu'on a fait marche pas. Donc on a l'impression d'être nul. C'est psychologiquement pas très drôle. Puis en fait, si on veut résumer un peu l'impression avec un truc de la vie de tous les jours, c'est comme si quelqu'un était venu me dire, bah écoute, tu fais un marathon, tu verras, tu te sentiras vachement bien. C'est cool, ton corps, etc. Puis au moins, c'est la première fois que je vais faire un marathon. Je sais pas comment faire. Alors j'y vais, mais je pars en apnée. Bon, au bout de 5 minutes, en apnée, pas loin d'un marathon, on s'arrête. Ah, j'arrive pas, j'ai un point de côté, comment ça va? Pareil pour les tests unitaires, en fait, je savais pas comment m'y prendre. J'ai essayé un truc, je me suis mal pris. En fait, bah, fallait accepter que la première fois que j'essaye, ça allait pas marcher, quoi, voilà. Donc, j'ai envie de dire, si jamais vous voulez vous mettre au test unitaire, il faut accepter qu'il y a un temps au début, les premières fois, où faut accepter la petite perte de temps, le côté pas agréable. C'est seulement après qu'on verra les bénéfices, comme beaucoup de choses qu'on apprend, hein, du coup. Mais pour le coup, là, faut faire un peu d'effort, quoi. Faut pratiquer, hein. Sinon, la première fois, on voit pas le bénéfice, faut être honnête. Alors, justement, c'est de la discipline. C'est-à-dire quand on veut faire les tests unitaires, il faut être assez carré. Il y a des petites phrases qu'il va falloir bannir de son vocabulaire. La première, c'est ceci est un POC, je verrai plus tard les tests. Alors, un POC pour vous, c'est mon projet de recherche. En industrie, on dit un POC parce qu'on fait un truc à l'arrache, puis après on dit on fait un produit. Alors, ce qui arrive dans l'industrie en général, c'est quoi? Les tests, on les fera jamais après, c'est pas vrai. Déjà parce que le design de ce qu'on a écrit, en général, ça permet pas d'être testé. Hein, la boîte à vitesse, si vous n'avez pas pensé qu'il y a un endroit où on peut brancher le moteur électrique, bah d'accord, je peux l'accrocher sur un mur, mais j'irai pas loin avec ça, hein. Ensuite, on est des humains, quand on a écrit un truc, on a envie d'aller vers la suite.
Alors, surtout qu'en informatique, on peut creuser à l'infini. Alors, s'arrêter pour faire les choses, c'est pas très plaisant. On est comme ça. Et puis, personne n'est content de s'arrêter, de faire 4 semaines de tests, un mois, à faire que faire des tests. C'est pas très drôle. Vous avez plus l'habitude en électronique, finalement, vous êtes forcé de le faire, donc vous avez pris cette habitude, mais face à l'ordinateur, souvent, on a du mal à se contraindre à ça. C'est psychologiquement, c'est bizarre, parce que finalement, en électronique, on le fait assez facilement, entre guillemets. Ou en tout cas, on comprend bien que si on le fait pas, ça va nous coûter plus cher derrière. Et puis le pire dans l'histoire, alors ça c'est plutôt dans l'industrie, mais finalement la recherche ça arrive aussi. Vous êtes allé voir le boss, vous lui avez dit ah regardez j'ai un prototype, ça marche machin. Le lendemain le boss il vient vous dire ah bah j'ai un client, ça y est, nettoie-le, et puis la semaine prochaine on le donne au client. Voilà. Donc là les tests vous oubliez, c'est fini. Maintenant il faut débugger pour que ça marche au mieux, pour que le client soit content. Alors dans la recherche c'est plutôt ouais, j'ai ça, ça marche machin. Ah ben on fait le papier machin, et puis ah truc que veut l'utiliser, et puis bah on n'a pas fait les tests. D'accord. Donc le truc où on dit je fais pas mes tests dès le départ, déjà c'est une mauvaise stratégie. Le principe. Et en plus, si on les fait après, je vais vous montrer qu'en fait on a perdu l'essentiel de l'intérêt des tests, qui ne sont pas juste qu'avoir corrigé son code. Alors c'est justement ce qu'on va discuter ici. C'est quoi l'intérêt des tests? Parce que bon, on pourrait se dire comme ça, le but des tests, bah, c'est d'avoir validé que ça marche. D'accord? Bah, pas vraiment en fait. Alors ça pour moi, je vais être franc, moi de mon recul à moi, avec tout ce que j'ai pratiqué, pour moi c'est 20% de l'intérêt d'avoir fait les tests unitaires. Unitaires, hein, je parle. Les autres intérêts, c'est quoi? La première chose, si vous voulez faire des tests, un peu comme une carte électronique, il faut que vous ayez pensé où vous allez mettre les sondes. Ça veut dire qu'il faut avoir fait un design. Si vous êtes pointé, que vous avez mis vos câblages n'importe comment dans le truc, il y a peu de chances que vous arriviez à faire le banc de test. D'accord? Donc le fait de faire le banc de test, ça va vous forcer à faire votre design. Pareil pour le code. Par exemple, dans un code, si vous commencez à mettre des variables globales, vous allez vous rendre compte très vite que faire des tests, ça se passe très mal. D'accord? Donc déjà, une bonne façon d'apprendre à pas faire des variables globales, c'est de faire des tests parce que vous allez tout de suite comprendre que ça va pas. Ça fait une spécification. Hein, le banc de test fait que j'ai spécifié comment mon code ou ma carte doit marcher. D'accord? Ça, c'est pas perdu parce que la spécification, elle est opérationnelle. C'est-à-dire que si demain la documentation écrite, on l'a écrit en 2010, le code a évolué, la doc, elle est toujours comme en 2010 et c'est pas cohérent. Le test, il est toujours cohérent avec le code puisqu'on l'exécute régulièrement. D'accord? Donc la spec que forme le test reste cohérent avec le code. Donc c'est une spec et du code interne, pas juste du code exposé à l'utilisateur. Refactoring, si vous voulez changer quelque chose dans votre code, si vous n'avez pas de test, bon courage pour que ça marche à la fin. Si vous avez les tests, bah, ça fait pas peur. Je change quelque chose, je vois ce que je casse. D'accord? Si j'ai cassé trop de choses, je m'arrête. Si j'en ai pas cassé beaucoup, je dis bah ok, je peux y aller. D'accord? Donc ça m'effraie moins. Le stagiaire qui arrive dans le projet, bah, s'il y a des tests, c'est facile pour lui à rentrer. Déjà, quand il casse quelque chose, il le voit tout de suite. Les tests, ça sert d'exemple comment les choses marchent à l'intérieur du programme. Donc c'est vachement plus facile pour lui. Et vous, en tant qu'encadrant, vous dites, bah vas-y, fais ce que tu veux. Si tu casses quelque chose, je le verrai. Entre guillemets. Bon. Faut être un peu prudent avec ça, mais on est plus souple aussi humainement avec les gens. Et puis bon, le nouveau développeur, c'est nous dans 6 mois. Hein. Pendant 6 mois, je touche pas au code. Quand je reviens dessus, là, on le voit l'intérêt de les avoir. Je sais pas si vous êtes déjà revenu sur un code que vous avez écrit il y a 2 ans, mais tous ceux qui ont fait l'exercice en général se disent ah, peut-être que si j'avais mieux fait les choses, ça serait un peu plus agréable. Et l'effet tunnel. Je fais ma fonction, je teste ma fonction. D'accord? Ça veut dire que le soir, quand je pars, en général, c'est ça qui arrive le soir ou le lendemain, mon truc, il marche, je passe à la suite. D'accord? Si vous n'avez pas ça, bah, vous écrivez la première fonction, la deuxième, la troisième, vous faites ça pendant 1 mois, 2 mois, et c'est seulement au bout de 2 mois que vous testez tout ensemble et vous dites, bah, est-ce que ça marche? D'accord? Donc pendant 2 mois, vous êtes dans un tunnel. Et ça, mentalement, dans notre esprit, c'est la cata. Hein. Quand on a pratiqué les tests, on n'arrive plus à revenir à ça. Parce que c'est hyper frustrant de travailler comme ça. Donc justement, les tests, on arrête cet effet tunnel puisqu'on est tout le temps en train de dire, à chaque fois que je fais un pas, je sais où j'en suis. Alors ça ne veut pas dire que je vais dans la bonne direction, hein, mais mine de rien, je sais que je suis en train d'aller quelque part pas trop mal. Et ça, c'est psychologiquement super important. Quand on travaille sur un code pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, le plaisir le long du chemin, il est important aussi. Qualité. C'est aussi un argument. Alors ça, vous ne l'avez pas trop dans la recherche, encore que c'est plutôt côté industrie. Hein. Dans l'industrie, bah, vous avez un client, il faut faire les choses rapidement, on rush. Quand on rush, on va casser des choses dans le code. Si j'ai pas de test, comment je m'en rends compte? Bah, on n'a pas de métrique. Ça veut dire qu'en général, comment on s'en rend compte? C'est le développeur le plus exigeant qui vient, qui dit bah, je crois qu'il y a des voyants rouges, comme ça.
Et en général, dans l'équipe, ça mène à une petite discussion difficile parce qu'il y en a quelqu'un qui ressent les choses et puis les autres ne le ressentent pas. Alors moi, j'ai pas de bol, je suis super exigeant dans ma façon de programmer. Souvent, c'est moi. C'est moi qui éponge ce genre de problème. Et du coup, bah, c'est difficile. Si j'ai les tests, bah, si j'ai cassé des choses, j'arrive devant la réunion le matin, je dis, bah, il y a 10% des tests qui sont cassés, il y en a 500 qu'il faut corriger. Voilà, il y a un chiffre qui dit, bah là, faut qu'on ralentisse ou qu'on corrige le problème. C'est plus un problème humain, c'est un voyant rouge technique. Et ça change beaucoup de choses quand on est en équipe. Vraiment, hein, c'est une protection de l'humain en fait. C'est pour ça que quand on est en équipe, c'est aussi important, si on a des rushs à des moments, aussi d'avoir ça en garde-fou. Alors, vous dans la recherche, c'est plus souple, on n'a pas un client qui va pas nous payer ou quoi derrière, c'est pas le même problème. Quand on est dans l'industrie, c'est quelque chose auquel faut qu'on fasse vraiment attention, hein. Sinon, on a des gens qui partent en burn-out, c'est compliqué. Bon, la recherche, bon, ça marche pas, on attend 3 mois ou plus, c'est pas très agréable, mais c'est moins gênant. Bien que, hein, quand on s'est mis d'accord avec Atlas qu'on démarrait le mois prochain, si ça démarre pas, faut se mettre d'accord et ça peut être une discussion pas très agréable aussi. Un enseignant, j'écris mes tests. Si j'arrive pas à écrire mes tests, ça veut dire que j'ai mal fait mon truc, hein. Mon API, mon interface est mal définie, d'accord? Donc le fait de pratiquer ça, de dire j'écris, je teste. Quand j'arrive pas à faire mon test, ça me dit tout de suite, là, fais gaffe à ce que tu as fait, peut-être faire un peu mieux. D'accord? Et c'est intéressant parce que là, c'est pas quelqu'un qui vient me dire t'as mal fait. Quand c'est quelqu'un qui vient me dire t'as mal fait, alors soit on accepte parce qu'on aime bien la critique, c'est toujours difficile, hein, on a un peu nos petits trigots personnels. Quand quelqu'un vient nous dire c'est pas bien fait, ouais, qu'est-ce qu'il vient me dire? Franchement, je suis braqué. Bon, bah, quand c'est mon test à moi, c'est moi qui l'ai écrit, c'est un peu plus facile à recevoir. C'est bizarre, mais on est psychologiquement un peu constitué comme ça. Euh, pour soi-même, déjà, c'est quelque chose qui nous apporte. Et finalement, le fait de les faire l'effort, hein, je vais voir que j'arrive pas à tester mon API, j'ai mal pensé, il faut que je pense mieux la prochaine fois. J'apprends, d'accord, à force de faire. D'où la première fois que je vais faire les tests, comme je sais pas faire, ce sera plus coûteux parce qu'il faudra que j'apprenne la bonne méthodologie. Ça prend du temps au début. À force, ça devient une routine, hein. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de problème avec ça, mais il faut un peu de temps au départ. Donc, il faut accepter que la première année où on fait ça, il y a un coût à payer. Alors, ça, c'est plutôt quand on est en équipe. Quand on est en informatique, on a mille et une façons de faire les choses, voire un million. Alors, si on prend tout l'espace des codes possibles, en rouge, là, si je m'y prends n'importe comment, les chances que j'arrive au bout, il y a peu de chances que ça marche. C'est vrai pour un peu n'importe quoi, mais c'est vrai aussi en info. Si j'essaie d'être un peu plus raisonnable dans ce que je fais un peu plus de design, je pense un peu plus, on va dire, bon, bah, peut-être que je vais me tordre une cheville en route parce que ça va être difficile, mais je peux arriver à la fin, on va dire. Alors, dans une équipe, tordre la cheville, c'est l'engueulade, le burn-out ou autre. Si je fais un peu plus attention, je vais avoir quelque chose de plus sérieux. Et par contre, si je veux quelque chose qui soit testable, en général, qui dit testable dit qu'on a dû faire des choses relativement simples, ou en tout cas au moins bien clarifiées. Ce qu'on dit en informatique, hein, on aime bien dire keep it simple and stupid. Euh, et en général, on n'est pas obligé, mais souvent pour que ce soit testable, il faut qu'on reste là-dedans. Sachant qu'évidemment, quand on est dans cette zone-là, en général, dans les équipes, alors je ne sais pas chez vous si vous ressentez ça au CERN, mais en tout cas, quand on est dans l'industrie, on le ressent très vite. Dans les équipes, des fois, on a ce qu'on appelle les super-héros, hein. Dans les bouquins de génie des années 2000, c'est ce qu'ils appellent l'époque des héros, hein. On a toujours dans une équipe quelqu'un qui est plus à l'aise avec la complexité, le héros, d'accord. Et puis quand il y a un gros problème, tout le monde va vers lui, ah, coincé, comment on fait? Alors, le héros, c'est super, hein, c'est génial, il va résoudre vos problèmes, mais bon, souvent, lui, il aime bien la complexité, donc souvent, il va vous tirer à droite. D'accord? Alors, soit il sait bien faire, il fait gaffe à aller à gauche, mais souvent, lui, il est à l'aise, donc il n'y a pas de problème, hein, il va à droite. Bon, pour les autres qui rament derrière, c'est plus dur. Puis, bah, si on fait pas gaffe à aller à droite, on finit avec une équipe de héros il va pas passer mon slide. Et on finit avec l'équipe des Avengers. D'accord? C'est pas parce qu'on fait des tests qu'on n'a pas besoin de héros, hein, on en aura toujours besoin, mais on les utilise un peu mieux en général. Ça se passe mieux. Parce que ce qu'on fait est plus simple. Donc ça convient aussi humainement. Si on a des gens moins techniques dans l'équipe, ça marche mieux. On n'a pas besoin d'avoir que des héros dans l'équipe. Et c'est une très mauvaise stratégie de se baser là-dessus, en fait, hein. C'est décrit comme ça depuis les années 2000 dans le génie logiciel, on sait pourquoi. D'accord? Ça finit souvent très mal quand on compte trop là-dessus. Déjà parce que le jour où il s'en va, le héros, quid du projet. Alors, pourquoi est-ce qu'on arrive à éviter l'usine à gaz, hein, à faire un truc simple, KISS, avec les tests? Alors, je vais prendre un petit exemple.
Le petit exemple, c'est la fonction morning not kiss, hein, la fonction le matin pas simple. Donc le matin, quand vous levez, vous prenez le café, vous allez promener le chien, et puis il faut ouvrir la porte du garage pour prendre la voiture pour venir au lab. Si je suis bon programmeur, une fonction pour chacun ou une classe pour chacun, c'est bien isolé, tout va bien. Moi, je suis dans le monde du HPC. Nous, en programmation système, HPC, on est un peu des rockstars, hein. On aime bien faire des trucs qui vont vite, bien optimisés, machin. Alors, ce qu'on a tendance à faire, c'est dire pendant que je fais le café, je me mets la laisse sur l'épaule, et toujours pendant que je bois le café, je mets la clé dans ma poche. Comme ça, le jour où au moment où je pars promener les chiens et ouvrir le garage, j'ai déjà tout sur moi. J'ai gagné un peu de temps, hein. Donc, vous voyez, hein, la pré-optimisation. Ouais, mais là maintenant, si je dois faire un test, alors pour tester le garage, il faut que je bois le café, d'accord? Donc là, le fait que je fasse les tests, ça vient me dire, là, t'as tout mélangé, là, ça va pas ton truc, d'accord? Pour bien faire, il faut que j'ai fait la laisse dans un coin, la clé dans un coin. Alors peut-être que la laisse est appelée au moment de faire le café, c'est pas la question, mais dans le code, ça doit pas être mélangé, d'accord? Là, le test vient me le dire. Fais gaffe, là, t'as mélangé, c'est pas bon ce que t'as fait, d'accord? J'ai un feedback, là, ça me le dit directement, immédiatement quand je le fais, pas dans 6 mois, d'accord? Donc on voit que c'est un garde-fou contre ça. C'est super intéressant de ce point de vue-là. Alors certains vont dire, ouais, mais du coup, je perds l'optimisation. Ouais, mais si je pense bien mes choses, non, je ne vais pas la perdre. Par contre, il faut bien que je pense les choses. Euh, la question de l'entropie. Alors, je pense que vous l'avez tous constaté, si vous faites du code depuis au moins 2 ans, 3 ans ou plus, quand j'ai écrit mon code au début, il est simple, c'est 1000 lignes. 3 semaines plus loin, c'est 3000. Si ça grossit et ça se complique. D'accord? C'est naturel. C'est comme l'entropie dans le monde physique, hein, ça peut qu'augmenter, malheureusement. C'est rare que ça descende. Et si j'y fais pas gaffe, eh ben, je monte, et c'est plutôt une exponentielle, hein, qu'on va avoir en vrai. Alors, je sais pas si des gens sont amusés à mesurer une notion d'entropie pour du code, mais on voit bien que la complexité, elle augmente pas linéairement, hein. Plus je vais avancer, et plus ça va devenir dur. Si j'ai des tests unitaires, ce que je vais faire, c'est régulièrement faire du refactoring. Dès que je vois que ça devient compliqué, je m'arrête, je simplifie en refactorant un petit peu, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode agile, hein. La méthode agile, c'est ça qu'on fait, c'est-à-dire que dès qu'on voit que ça devient compliqué, on s'arrête, on simplifie. Mais pour simplifier, je modifie. Donc, si j'ai pas de test et que je modifie, je vais en avoir pour 3 mois à vérifier que ça marche, si tant est que j'arrive à prouver que ça marche à la fin et que j'ai vu tous les problèmes, d'accord? Donc, si vous n'avez pas les tests, en vrai, le refactoring, vous le repoussez à la Saint-Glinglin parce que c'est le plus tard possible quand vous êtes coincé, d'accord? Moi, dans mes projets, les tests unitaires, avant de faire une feature, je refactor à chaque fois. C'est refactoring, feature, refactoring, feature, refactoring, feature, d'accord? En permanence. Alors, c'est pas la peine de se mentir, hein. Du coup, je fais mon refactoring, factoring. Alors, je vais vous donner un trait qui est à peu près plat. Bon, la vraie vie, c'est que la complexité, elle va augmenter quand même, hein. Je ne vais pas être capable de la maintenir à 0, c'est pas vrai. Mais je vais éviter de partir dans l'exponentiel à gogo. En tout cas, je vais mettre plus de temps à y aller. C'est quand même un vrai truc agréable. Et puis l'exponentiel, ben, c'est là qu'on finit avec les héros, hein. Une fois qu'on est rendu là, si j'ai pas un héros, ben, soit le projet s'arrête, soit j'appelle un héros. Soit j'en deviens un moi-même, ce qui arrive aussi des fois. Voilà. Donc, c'est un moyen aussi de maintenir les choses relativement agréables. En équipe, si vous avez le héros qui arrive, hein, dans un logiciel compliqué, chacun devient expert dans une partie du logiciel. Hein, je pense que sur les logiciels, par exemple, que vous êtes sur vos expériences, peut-être que vous savez que chacun est expert sur sa petite partie. Et finalement, on ne sait plus trop parler aux voisins. Parce que, alors nous, en HPC, on est très vite là-dedans, hein. Ça nous arrive très très vite, surtout dans la programmation système. Il y a le gars qui fait les IO, le gars qui fait la mémoire, le gars machin, et en fait, on ne sait plus passer de l'un à l'autre ou très difficilement. Donc en général, ça, en termes de dynamique d'équipe, et ça, c'est un point qui est important si vous faites de la méthode agile. En méthode agile, il faut que les gens soient capables de passer d'une partie à l'autre. Si vous n'avez pas de test, passer sur la partie de l'autre, ben, quand ça plante, vous en avez pour des heures à comprendre ce qui ne va pas, donc vous mettez trop de temps à faire les choses, donc vous n'allez pas sur la partie de l'autre. Si vous avez si vous n'avez pas de test, du coup, vous favorisez d'avoir plein de héros, chacun dans sa petite partie personnelle, d'accord? Puis le jour où il y en a un qui s'en va, et ben on dit ah ouais, mais cette partie-là, qui c'est qui va la reprendre? Enfin, je pense que avec le système projet qu'on a et CDD aujourd'hui, vous connaissez probablement bien. Donc ça aussi, dans le cadre de la recherche, comme on a des gens qui s'en vont en permanence, c'est pas perdu d'avoir aussi ce mode-là. La connaissance. Elle est où la connaissance dans un code? Elle est dans le code? Ou c'est vous qui l'avez dans votre tête avec l'expertise que vous avez appris en le faisant? Qui pense qu'elle est dans le code? L'expertise que vous avez. Hein, quand vous avez fait votre code, le vrai savoir que la plus-value que vous avez en tant que développeur, c'est d'avoir appris les corner cases, les cas problématiques. D'accord?
Le vrai savoir à côté d'un code qui permet d'utiliser correctement, si vous devez le refaire un jour, votre code, c'est ce savoir-là qui est utile. D'accord? Si vous n'avez pas fait les tests, ce savoir-là, il est dans votre tête. D'accord? Alors, avec pas de chance, si vous refaites le code 20 ans plus tard, dans votre tête, ça est parti, vous ne savez pas où. Si vous avez fait les tests, l'avantage, c'est que les corner cases, vous les avez écrits dans les tests unitaires. D'accord? Donc, vous les avez. C'est-à-dire que si demain, vous dites, je veux faire une version 2 du logiciel en repartant à zéro, vous avez au moins une partie du savoir. D'accord? Qui n'est pas perdu. Ça, c'est vraiment important. C'est que on sait réécrire un code. Ou en tout cas, c'est plus facile à se dire qu'on va le faire. Honnêtement, si vous n'avez pas ça, vous dites route, on veut refaire route. Attends, bon, combien de temps je vais souffrir pour le faire? Là, moi, en ce moment, je suis sur un code météo, hein, donc qui date des années 70, d'accord? J'aime autant dire, les gens, ils ont tellement souffert à l'écrire le code, quand vous lui dites, vous réécrivez une partie, ils sont là, non, mais attends, on a passé 30 ans à souffrir pour le faire, non, non, on touche pas, quoi. Et de fait, comme les gens qu'on fait au départ sont partis, c'est même encore pire, le savoir, plus personne l'a, en fait. Et là, on fait comment pour écrire maintenant? Ben, on sait pas. Alors, c'est pas très grave, ça dépend ce qu'on fait. Si vous faites un truc de contrôle d'une centrale nucléaire, peut-être que ça pose une question. Bon, pour autre chose, bon, on accepte peut-être que ça, on accepte ça, voilà. Mais si on a fait les tests, on a encodé le savoir dedans, notamment les corner cases. C'est-à-dire qu'en cas de turnover, c'est vachement plus agréable et réécrire des versions, moi, ça m'arrive. Je peux donner un exemple sur mon allocateur mémoire que j'ai développé en thèse. On va dire le développement principal, c'était 1 an, d'accord, de code C. Alors bon, c'est ma thèse, j'apprenais aussi la problématique sur place, comment faire les choses avec les problèmes qu'on avait. Le réécrire en C++ sur mon temps le soir, c'était 1 mois à la fin de ma thèse. Alors, je réécrivais, donc voilà. Mais j'avais les tests. Donc, 1 mois pour écrire, et j'avais un truc qui marchait à la fin. C'est-à-dire que je l'ai plugué dans tout mon système, tout marchait. Hein. J'avais pas de bug, et les réécrire en Rust après 2 ans, 3 ans après, 2 semaines. Voilà. Parce que j'avais les tests. C'est-à-dire que réécrire, ça coûtait rien. Changer de langage, ça me coûtait rien. Enfin, rien. Bien sûr qu'il y avait un peu de travail, etc. Mais j'avais le savoir de tous les problèmes que j'avais rencontrés en route qui étaient encodés dedans, quoi. L'allocateur en question, aujourd'hui, il est utilisé depuis 10 ans que je suis parti. Ils n'ont jamais eu de bug. Alors, c'est plus facile sur un allocateur parce que c'est soit ça marche, soit ça marche pas. Mais on a aussi des résultats intéressants avec ce genre de démarche. Alors, je ne sais pas si ici, il y en a qui travaillent en méthode agile, enfin Scrum ou des choses comme ça dans les expériences où vous êtes. Je sais qu'il y a des gens côté SK, par exemple, qui commencent à faire ça ou autre. Ne faites jamais de méthode agile, de Scrum en question, sans test unitaire. La base de la méthode agile, c'est les tests unitaires. Ça a été conçu et pensé avec ça comme cœur. Donc si vous enlevez ça, hein, dans les méthodes agiles, on vous dit c'est un framework, vous faites un peu comme vous voulez. Si vous enlevez les tests, vous enlevez le seul truc qui fait que ça marche. D'accord? Le reste, vous faites comme vous voulez, mais pas ça. Moi, l'équipe où j'étais, dans la boîte où j'étais avant, ils avaient fait du Scrum sans test. Je peux vous garantir qu'en termes humains dans l'équipe, c'est la cata. Et pas que technique, c'est aussi humain. Parce qu'on a enlevé vraiment ce qui fait que ça marche. Vous n'avez rien planifié pour aller devant. Donc si vous pouvez pas corriger quand vous plantez, soit vous avez un coup de bol et ça marchait, soit quand ça a planté, bah, on pleure parce qu'on peut rien corriger. Alors là, je vais mettre un petit argument, ça c'est un point de vue assez personnel, écologique. Vous êtes au CERN, sûrement que vous travaillez peut-être sur des clusters. Alors moi je suis HPC, hein, donc je travaille sur des supercalculateurs en permanence, donc pas forcément sur ma machine perso. Quand vous faites du développement, si vous n'avez pas de test unitaire, le seul moment de tester votre programme, c'est d'être sur la plateforme sur laquelle il est censé tourner. D'accord? Moi, j'étais un supercalculateur, j'ai des runs 250 cœurs, 10 000. Si je fais mon développement comme ça, à chaque fois que je fais une modif, je run sur 10 000 cœurs pour valider ce que je fais. D'accord? D'un point de vue écologie, je bouffe des heures de CPU à gogo. D'accord? Et je demande un supercalculateur énorme qui est utilisé juste pour moi valider mes bugs. D'accord? En l'occurrence, il y a des gens qui ont déjà regardé sur les supercalculateurs qu'on a aujourd'hui, il y en a certains, 50% des runs, c'est du dev. Bon, on a un supercalculateur qui consomme 2 mégawatts, on aurait peut-être pu en avoir que la moitié. En vrai, si j'ai fait mes tests unitaires, l'essentiel de ce que je développe, je sais juste lancer mes petites fonctions dans leur coin, hein, la boîte à vitesse sur son banc d'essai. Ça, je peux le faire sur mon laptop, j'ai pas de problème. 90% de mon développement, moi, c'est sur mon laptop. Je vais sur le calculateur qu'à la fin, quand je suis sûr que j'ai toute ma feature qui marche, enfin que tout est fait et que je veux valider effectivement l'ensemble. Il faut bien le faire à un moment. Mais le jour où j'y vais, en plus, j'ai moins de problèmes puisque tous les problèmes idiots du +1 que j'ai oublié, etc., ils sont réglés. J'ai pas, et le coût de debug, c'est pas le même. Hein, parce que sur mon laptop, débugger un truc comme ça, c'est peut-être 10 minutes. Sur la machine en remote, avec plein de serveurs qui se parlent,
C'est un jour, 2 jours, une semaine, un mois. D'accord. Notamment au CERN, moi j'ai eu cette expérience sur l'HCB quand j'étais sur le système d'IO de l'HCB. Moi, j'ai développé tout en local. Et le jour où on allait sur les clusters, ben, ça marchait, quoi. On perdait, enfin, ça marchait. On avait aussi des problèmes, hein, bien sûr qu'on les élimine pas tous, mais on n'a plus que ceux, les vrais problèmes d'échelle, quoi. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de temps et d'énergie consommée. Donc je pense que d'un point de vue écologique aussi, c'est un argument. J'ai pas besoin d'avoir une infrastructure énorme pour mon dev. Puis ça veut dire que je peux développer dans le train. Enfin, voilà, j'ai mon laptop, ça me suffit, quoi. Il n'y a pas besoin pour l'essentiel de mon dev. Évidemment qu'il faut la machine à un moment donné. CI, intégration continue. Hein, vous entendez, maintenant, on a fait les tests, les gens veulent les automatiser. Hein, à chaque fois qu'on fait un push dans le GitLab, paf, ça tourne les tests. Si vous avez fait du test unitaire, ben, comme je disais tout à l'heure, 9 secondes, allez, 1 minute, le temps de compiler et de tourner les tests. Ben voilà, 1 minute. C'est-à-dire que les serveurs qui font tourner automatiquement les tests, bah, ils sont très peu chargés en fait. Un serveur, ça suffit pour toute l'équipe du labo, typiquement. Maintenant, si vous avez fait que des tests d'intégration, là, du coup, qui prennent 45 minutes, 1 heure, moi, la boîte où j'étais avant, c'était 1 heure et demie, hein, le truc. Alors. Bah, là, d'un coup, il faut un cluster pour 20 personnes, quoi. Ouais, bah oui, mais d'accord, c'est 20 fois plus de machines que si j'avais fait mieux, quoi. C'est dommage. Alors, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Ça peut arriver qu'on n'ait pas le choix. Faut pas non plus tomber dans l'excès, mais si on peut éviter, tant mieux, quoi. Donc je disais, ouais, d'un point de vue densité des tests, moi ce que je fais, comme ça coûte de plus en plus cher hein, quand on va aller vers les tests d'intégration et les finaux, ben, en électronique, je pense que vous faites pareil, hein, on teste les composants séparément, et puis hein, donc on teste bien plus de tests unitaires, et puis au fur et à mesure qu'on teste des ensembles plus gros, ben, on en met de moins en moins, parce que ça coûte plus cher. Et évidemment, on en met le maximum ici. Hein. Donc quand je dis test unitaire, hein, moi, une fonction, un test. Hein. Ou une classe, un test, on va dire, si vous êtes en programmation objet. Idéalement, une fonction membre de la classe, un test. Moi, c'est plutôt ce que je fais. Alors, des fois, non, parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'extrémisme. Bon, ça, c'est plutôt si je vous donne les slides, du coup, un petit résumé. Dans tous les langages de programmation aujourd'hui, vous avez des frameworks de tests qui vous permettent de faire les tests. Faites pas les tests à la main dans rien. Les tests, faut les ranger quelque part et il y a des frameworks qui sont faits pour ça. D'accord? Pour vous dire, j'ai un résumé à la fin. J'ai la sortie d'erreur qui dit c'est 33 au lieu de 8 affiché en rouge au propre dans le terminal. Comment les ranger? Comment lancer qu'un des tests? Hein, parce que quand vous avez une batterie de 200 tests, j'aimerais en lancer de temps en temps qu'un parce que c'est celui-là que je veux débugger. Ben, il faut des choses. Alors soit je les refais à la main et je réinvente la roue, soit j'utilise un framework qui fait déjà le job. Alors en Python, vous en avez en natif, du coup Unitest ou PyTest. C++, moi celui que j'aime bien c'est Google Test. Il y en a un Catch 2 qui a l'air pas mal. Moi j'ai jamais utilisé vraiment, mais c'est la même logique. Boost, bon, il y a aussi, pour ceux qui utilisent Boost, il y a un truc dedans. Moi, je suis pas très fan, mais il est bien aussi. En C, personnellement, moi, j'utilise aussi Google Test. Criterion, alors Google Test, c'est en C++. Donc, mais ça n'empêche pas de tester du C, il n'y a pas de problème, puisqu'on peut appeler du C avec. Criterion, moi, perso, je suis pas fan, parce que je trouve que le reporting d'erreur est pas bien, et en plus, il permet pas de faire GDB facilement. Ce qui, à mon avis, quand on fait les tests, c'est aussi de débugger facilement, et du coup, là, on a cassé, enfin, un des principaux trucs qui apporte normalement le framework, quoi. En Bash, BAT, bon, moi j'aime utiliser, mais bon, on peut aussi faire des tests en Bash. Rust, Rust fournit nativement un framework de test, Go aussi. Fortran, j'ai jamais utilisé, il y en a, je sais pas ce que ça vaut personnellement, j'ai pas d'avis dessus. Vous voyez qu'il y a une colonne à droite aussi, Mocking, j'en parlerai pas ici. Comme la boîte à vitesse, hein, vous mettez un moteur électrique à la place du vrai moteur. Le mocking, c'est ça, c'est je vais mettre derrière une fonction un faux truc pour pas attirer toute la voiture. D'accord? Je vais tronquer à un moment donné ce que je mets de réel. D'accord? En programmation objet, c'est mettre un faux objet sous celui. Quand hein, j'ai un objet qui va dépendre peut-être de 1000, je vais pas créer les 1000 objets pour arriver à tester mon truc. Je vais tronquer un moment en mettre un faux en dessous, ce qu'on appelle un mock. D'accord? Le moteur électrique dans le cas de la boîte à vitesse. Donc, je vais pas en parler plus ici, mais sachez que du coup, il y a une méthode à un moment donné, hein, quand je vais. Les fonctions feuilles, c'est facile, elles dépendent de rien. Celle-là, à tester unitairement, c'est plus simple. D'ailleurs, quand vous avez un programme existant, entraînez-vous déjà sur celle-là. Les fonctions feuilles d'abord, puisqu'elles dépendent de rien, c'est facile. Celle au-dessus, vous allez rendre compte que sur un programme existant, c'est dur. Sur un nouveau programme, on essaye d'y penser en mettant des mocks pour tronquer à un moment donné jusqu'où on descend dans l'arbre. Hein, pas tirer le moteur à essence, la pédale, le tableau de bord pour arriver à tester la boîte à vitesse. Alors un petit exemple, chanson en temps là. Ouais, encore un. Je vais donner là quelques exemples de temps. Alors, personnellement, je ne prenez pas juste l'exemple de temps comme argument, mais souvent, comme on nous dit, bah, on comprend bien que faire les tests unitaires, ça va coûter, d'accord? Donc, il faut comprendre qu'on y gagne quand même derrière.
d'accord, en termes de temps. Moi, j'aime pas trop le vendre que sur cet argument-là, mais quand même, on y gagne des choses, donc on va en parler un petit peu. Alors, je vais prendre un exemple qui vous parle, enfin, qui est un peu plus proche de vous. Moi, j'ai passé 3 ans sur LHCb à faire la R&D du système d'IO, hein, qui aujourd'hui récupère les données, donc la partie qui agrège les données donc qui fait l'infiniband et consorts pour agréger les données qui sortent des fibres optiques. Moi, je récupère les données qui sortaient des fibres optiques et il fallait les agréger. Alors aujourd'hui, ça marche très bien leur système. C'est pas mon code à moi qui est en prod, mais c'était toute la R&D qu'on a fait pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc le but c'était quoi? C'était d'arriver à transporter 40 terabits de données par seconde sur 500 serveurs, qui arrivaient sur 500 serveurs depuis 10 000 fibres optiques, avec les réseaux qui viennent du HPC, donc qui venaient des supercalculateurs sur lesquels je travaillais moi en thèse, donc infiniment dans MIPAF ou 100 gigabits Ethernet. D'accord, avec pour but de saturer à 80 gigabits par seconde le réseau, c'est-à-dire à 80% les switches. Autant dire que c'est challenging en termes pratiques. Il y a quelqu'un qui avait développé un premier prototype avant que j'arrive. Il avait fait ça aussi pas à 100% de son temps. Donc, moi, quand je suis arrivé, on savait un peu plus où on allait. On savait qu'on voulait évaluer plein de choses et surtout aller tourner sur des vrais data centers parce que nous, on n'avait pas 500 serveurs pour valider que ça marche chez nous. Et donc, la question, c'est comment on s'y prend. Moi, je me suis dit à un moment donné, le code qui avait été fait avant, il était pas testé unitairement. Il y avait qu'un driver et nous, on voulait tester différents réseaux. C'était assez difficile à changer les choses. Donc moi, j'ai réécrit une version à moi à partir de ce qu'ils ont fait, testé unitairement puisque moi, c'est ma méthodologie de travail. Et donc du coup, c'est intéressant parce qu'on peut comparer du coup la version d'avant, la version d'après, combien de temps ça a pris. Alors, faut se méfier, c'est pas les mêmes personnes. On avait déjà une version existante. Bon, prenez les valeurs avec des facteurs 2, 3 facilement. Faut pas non plus comparer au mois près, c'est pas possible. Ce qui est intéressant surtout, bon, temps de développement, on va dire déjà j'ai gagné 2 mois. Alors, il y avait un code existant avant, l'autre avait réfléchi. Là, pour le coup, je pense qu'on serait à peu près équivalent s'il avait fait directement la version avec les tests au départ. Driver Lib Fabric, ça c'est une API qui permet d'utiliser toutes les cartes de réseau rapide qui viennent du HPC. Sur la version d'origine où j'étais arrivé moi au tout début, du coup j'avais mis 3 mois à faire le driver moi-même. Dans la version nouvellement écrite, c'était 1 mois pour faire le driver. Alors, j'avais déjà fait le premier, j'avais une expérience. Quand je dis dans les 3 mois, c'est en soustrayant le temps d'apprendre. Donc le temps vraiment que je considère d'implémentation pratique. Ce qui est intéressant par contre, c'est le driver TCP. Alors pour le driver TCP, c'est pas moi qui l'ai fait. Alors pour la première version, c'était quelqu'un qui était expert en réseau, vraiment un expert bas niveau. Il comprenait toutes les couches à la fois hardware et la couche noyau dans Linux, comment tuner les choses, etc. C'était son expertise depuis des années. Lui avait mis 5 mois à faire le driver correctement dans le code qui avait été fait avant. Moi, ce que je trouve super intéressant, qui là pour le coup n'est pas un gain en temps, puisque ça a mis 4 mois à faire la nouvelle version, mais cette fois, non pas avec un expert, mais avec quelqu'un qui, dans l'expérience, il avait du mal à lui faire des choses, voilà, il n'était pas très à l'aise avec la programmation, vu d'où il venait. Il faisait d'autres choses très bien, mais bon, à des moments, sur certains sujets, c'était pas très évident à l'intégrer. Et du coup, ils se sont dit, bah tiens, là, vu ce que tu as fait, est-ce que tu peux pas lui demander à faire voilà, de la partie TCP, ça devrait être faisable pour lui, etc. Lui, il n'était pas du tout à l'aise avec le C++, enfin, bon, c'était pas sa tasse de thé, on va dire. Bah, en 4 mois, il m'a fait les choses, sous-entendu moins de temps que l'expert qui avait fait. Il s'est fait plaisir. Moi, j'ai eu plaisir à l'encadrer. Il y avait pas, enfin, à le faire avec moi. Il n'y avait pas de problème. Tout le monde était content à la sortie, quoi. On voit que le gain, c'est pas que du temps, c'est aussi de l'humain. D'accord? On peut intégrer tout le monde peut participer à la hauteur de ce qu'il est. Il n'y a pas besoin d'être. On peut garder les experts pour les parties où il y a vraiment besoin, entre guillemets, plutôt que leur faire perdre du temps sur des trucs où c'est pas très utile. Infiniband. Infiniband, c'est un réseau compliqué, hein. C'est des réseaux qui viennent de HPC où, au lieu de communiquer à travers le noyau avec la carte, on écrit directement sur le câble, entre guillemets, pour envoyer dans la mémoire de l'autre côté. D'accord? Donc, c'est un peu plus compliqué à programmer. Le développeur qui avait fait ça dans la version d'origine, c'était quelqu'un qui avait fait avant un stage pour simuler ce genre de réseau. Donc, il partait pas de zéro dans la compréhension de ce que c'est. Lui avait mis 11 mois. Alors, le code d'origine n'avait pas du tout été pensé pour faire ça. Donc, il avait dû faire le refactoring pour changer les choses. D'accord? De ce qu'il m'avait dit, quand il a regardé ce que j'avais fait moi, il estimait que lui aurait mis, enfin, s'il avait lu la même structure sans les tests, lui estimait qu'il aurait facilement mis 3-4 mois, d'accord, de son estimation à lui. Donc, il y avait le temps aussi de refactorer, comme je dis dans les 11, il y avait le temps de refaire les choses, mais bon, comme il n'y avait pas de test refactoré, ça prend du temps, hein, t'as cassé, il faut corriger, comment ça marche, on va où, c'est super long en fait. Là, moi j'ai eu un doctorant qui bossait
qui bossait sur ITER, qui était venu collaborer avec nous pendant 2 mois pendant l'été. Donc on avait trouvé à se dire, bah, on va lui faire le portage sur InfiniBand. Lui, il travaillait sur GPU, mais finalement, réseau, tout ça, c'était pas son truc. MPI, il avait jamais fait. Donc bon, vraiment, le réseau, c'était pas son truc. Il avait jamais. Alors, la programmation C, C++, c'était OK. GPU, il voyait bien un peu les transferts de mémoire, comment ça marchait. Mais les couches basses, c'était pas sa tasse de thé. N'empêche qu'en un mois, il m'a fait le driver. D'accord. Moi, les 3 dernières semaines, j'étais pas là parce que j'étais en déplacement. Donc, le dernier mois où il était là, en collaboration, on a eu une semaine ensemble. Puis il a fait les choses et quand il est parti, il m'a livré le code. Moi, le code, j'ai eu un cluster où on a pu faire un test, c'est quoi, 3 mois plus tard. J'ai lancé. J'ai eu un problème de tuning des paramètres et tout marchait. D'accord. La version InfiniBand de la version d'origine que je testais de temps en temps, j'avais régulièrement des problèmes avec. D'accord. Donc, aussi d'un point de vue recherche, ça veut dire qu'au lieu de perdre du temps à faire des trucs inutiles, j'ai fait ce qu'on a fait, ce qui était notre but, de savoir si ça marchait et de faire de la R&D, quoi, d'avoir des résultats de mesure de perf, pas de temps de débugage de ce qu'il y a à faire. Au-delà de ça, on a fait d'autres choses, notamment par exemple, lui était revenu l'année suivante nous faire, je sais plus si j'ai mis, non, je n'ai pas mis le temps là, le failure recovery, c'est-à-dire dire, j'ai un nœud qui crache, il faut que ça continue et que ça se reconnecte, etc. Lui, il me l'a fait en un mois. Quelqu'un qui a déjà fait du failure recovery avec de l'infiniband et qu'on sort, un mois, c'est vraiment bien d'avoir fait ça en un mois, d'accord. Mais parce qu'il avait tous les tests. En fait, avec les tests, on avait validé d'un point de vue unitaire, sans avoir de vraie machine, que tous les protocoles de reconnexion marchaient sur le laptop en lançant les tests, quoi. Le jour où on a lancé sur la vraie machine, bien sûr qu'on a eu des petits problèmes, qu'il a fallu résoudre des problèmes de synchro, etc. Mais en fait, l'essentiel était là et était OK, quoi. On n'a pas eu à corriger des choses hyper importantes. Ou quand on a eu à le faire, on avait les tests pour faire rapidement ce qu'il y avait à faire, quoi. Honnêtement, faire le recovery, si on avait dû le faire dans la version d'origine, je pense qu'on était à 6 mois, à mon avis. Moi, c'est mon estimation à moi. Ça vaut ce que ça vaut, parce que c'est une estimation à la louche. Mais on voit que l'investissement qu'on va mettre au départ, qui va être quelques mois, on les gagne derrière. Et d'un point de vue humain, pas que en temps. Ça, moi, je dirais, le vrai gain, c'est l'humain. D'accord, le temps. En vrai, le temps, vous allez le passer en général à discuter avec les gens, ce qui crée plus de liens dans l'équipe. D'accord. Donc peut-être que vous n'avez pas gagné du temps immédiat sur la programmation elle-même, mais vous avez gagné quelque chose de super derrière qui est vraiment important. D'accord, la discussion avec les gens. Parce que quand vous êtes devant un bug, en plus, pendant 3 semaines, je sais pas vous, hein, vous êtes devant un bug pendant 3 semaines, vous avez envie de parler avec les autres de ce que vous faites. D'accord, c'est-à-dire pendant 3 semaines, vous êtes devant votre ordi, un peu de café. Bah non, si je suis pas en galère, bah, je vais parler avec les autres parce que j'ai plaisir. Tiens, j'ai réussi à faire ça, j'ai envie. Voilà, c'est pas le code nous impacte en tant qu'humain, hein. On a une interaction avec notre code. Faut pas le négliger, sinon il nous bouffe. On interagit avec lui. Alors, quelle heure il est? 5 minutes, c'est bon ou... Je peux donner un dernier exemple qui est Malte. Ça, c'est un profiler mémoire que j'ai développé en postdoc. Pour montrer un peu l'intérêt recherche plutôt que juste, on va dire, d'ingénierie pure. Donc, mois de décembre, j'ai débuté le projet du postdoc. Donc, moi, j'avais mon laptop sur un Core de Duo, un vieux processeur de distribution Gentoo ou Debian. Mi-février, j'avais mon premier prototype qui marchait, l'interface graphique, tout ça. Donc, vous imaginez 3 mois, un profiler I/O, hein, un profiler de mémoire. Donc, on veut profiler des vraies applications. Et puis en mars, on était à un séminaire, enfin un workshop VHPS où il y avait, bon, des gens présentaient d'autres outils. Puis à côté de moi, il y avait un étudiant qui voulait tester un des outils de l'application, de la conférence. Et puis bah, son code pour lancer sur le cluster du workshop, out of memory. Voilà. Alors il était à côté de moi, il me dit ah j'arrive pas, machin. Il savait que je travaillais sur la mémoire. Il me dit tu pourrais pas me dire si tu sais comment trouver d'où vient mon manque de mémoire, etc. Puis bah écoute, je suis en train de développer un profiler mémoire, ça se trouve on peut regarder quoi. Alors la question en question, bon son code c'était du MPI, d'accord, donc il tournait sur, je me rappelle plus, 256 tâches, hein, donc 16 serveurs, d'accord. Son code c'était 30 000 lignes de Fortran qui compilait avec Intel, non pas avec GCC, Intel MPI 1 et Red Hat, d'accord. On est complètement en dehors de ce que j'étais en train de tester moi, hein, ma petite Gentoo, Core de Duo de cœur. Moi, je testais un truc de 1000 lignes pour tester. Voilà. Et donc, du jour au lendemain, j'ai dit, bah, allez, on teste sur un vrai programme de 30 000 lignes. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Si j'ai développé un peu à la One Again, bon, on a une petite idée de ce qui va arriver, ça a peu de chances de marcher. D'accord.
Là, en l'occurrence, bah, j'installe le programme sur le calculateur. Évidemment, bon, il y a quelques problèmes puisque c'était Red Hat. Moi, je testais pas sur Red Hat, donc il y a quelques petits soucis. Je passe les tests. Les tests me disent là, c'est ça qui va pas, là, c'est ça qui va pas, là, c'est ça qui va pas. Alors, moi, je fais de la programmation système. Hein. Quand je change d'OS, évidemment, les problèmes qu'il y a, c'est pas juste ça compile pas. Hein. C'est que ça compile, mais il y a un truc dans l'OS en dessous qui marche plus pareil et il faut le voir. J'ai quelques tests qui fail, donc je corrige les tests 3 minutes, on va dire. 3 allez, 5 minutes pour être sympa. On fait un premier run sur son application, j'ai quelques assertions qui échouent et quelques problèmes. Et au bout de 10 minutes, paf, ça passe, ça marche, et on trouve exactement d'où vient son problème. Il avait une variable qui était plus grosse que ce qu'il estimait, une variable globale, qui faisait 20 gigas ou 12 gigas, je sais plus, quelque chose comme ça, là où il pensait avoir 5 ou quelque chose comme ça. D'accord? Bah, ouais, mais pour moi, en tant que chercheur, c'est passionnant. Au lieu d'être sur un petit toyable dans un coin à faire des petits trucs qui servent à personne, bah, je discute avec quelqu'un, c'est agréable, il est content, voilà, puis j'ai quoi parler, quoi. Si j'avais pas cette démarche, c'est impossible d'aller faire ça comme ça. Et nous, en HPC, on voit bien les doctorants qui font pas les tests, souvent, bah, aller vers les vraies applications, c'est dur, quoi. En l'occurrence, Malte, je l'ai pas touché pendant 8 mois après être parti du labo où j'étais avec Intel. 1 an et demi, bah, plus tard j'étais au CERN et du coup bah, je l'ai testé moi sur les codes que je développais moi, donc c'était 30 000 lignes de C++, donc j'ai vu des problèmes. Et puis un jour il y a quelqu'un qui avait un problème sur les codes d'LHCb, donc on l'a passé dessus. Bon, les codes d'LHCb, on va dire pour la partie qui faisait lui, sans compter les bibliothèques, c'était à peu près 2 millions de lignes de code. Enfin la partie qui compilait avec les bibliothèques les plus importantes. Bah, on est passé dessus. Moi, j'ai eu un problème parce que ça générait des fichiers trop gros et que Node.js que j'utilise pour l'interface n'arrivait pas à les manger. Mais sinon, le backend avait marché. J'ai corrigé les problèmes de taille du fichier et tout était OK, quoi. Voilà. Donc, d'un point de vue recherche, j'ai des choses à raconter. Je suis pas en train d'arriver, de dire, ah, attends, j'ai passé 6 mois à arriver à faire marcher sur le truc, je peux pas tester quelque chose. Voilà, ça permet d'interagir aussi, d'être content. Les gens sont contents en face. Aujourd'hui, Malte, il y a des gens qui l'utilisent un peu partout, alors que moi, j'ai pas le temps de le maintenir. Euh, Mon temps de maintenance, c'est de temps en temps, une fois tous les 6 mois, je reçois un bug. Voilà. Euh, et du coup, bah, voilà, même si j'ai pas un financement, des gens l'utilisent. Parce que le code d'un chercheur, quand il s'en va à la fin de son postdoc, s'il a pas ça, les chances que ça serve, ça s'étiole assez vite. Euh, je peux dire juste partager si j'ai pareil pour sur LHCb, du coup, à un moment donné, on a eu le cas où bah, fallait tester sur un vrai cluster, donc on nous a offert un accès sur Marconi, sixième, non, il était septième top 500, d'accord, et on nous l'a offert pour nous tout seul, enfin pour moi tout seul pendant 2 jours, d'accord. Alors je sais pas combien ça a coûté. Le jour où on est arrivé sur place avec mon boss, enfin mon chef d'équipe du coup du CERN, de LHCb, Nico Neufeld si vous connaissez. On est arrivé sur place. Les admins sur place bah, pouvaient rien faire sur la machine parce que nous, il nous la fallait à plein temps sans qu'ils fassent rien dessus. Donc les administrateurs étaient venus dans la salle, plus de personnes de l'INFN qui sont venues avec nous dans la réunion. Je ne sais plus s'il n'y avait pas un ingénieur d'Intel aussi, vu qu'ils étaient encore en train d'installer la machine. Et donc on avait testé le réseau. La machine était en cours de livraison, c'est-à-dire que le réseau marchait pas, enfin c'était compliqué. Lustre, le système de fichiers parallèle était par terre, et puis le système de job manager n'était pas encore opérationnel. C'est ça, un cluster des supercalculateurs quand on livre pendant des mois, c'est ça. Bon, nous on l'avait à ce moment-là, juste c'était à peu près un mois avant la livraison finale, hein, du coup, enfin la mise en route opérationnelle. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que bah, ils ont branché mon portable sur le vidéoproche et puis vas-y fais tes tests. D'accord. Alors vous imaginez, nous on faisait un test sur 500 serveurs, hein, 500 serveurs, le cluster il est un peu en carafe. Fais tes tests et va faire tes mesures et tout le monde qui regarde ce que tu fais. Bon, bah, si on s'y est pointé un peu comme enfin, sans avoir un peu été sérieux, les chances que ça nous crache à longueur des 2 jours, c'est quand même non nul. D'accord. Nous, en fait, on a eu quelques petits problèmes parce que c'était ce qu'on voulait tester, d'accord, mais on a réussi à avoir tous nos résultats en 2 jours. D'accord. Et bah, les gens étaient hyper impressionnés du coup parce que ben, ça a marché cash direct, tout ce qu'on faisait, quoi. Ce qui, enfin voilà, même en termes de recherche et de sérieux auprès des gens aussi, bah voilà, t'arrives, ça marche, voilà, ça dit aussi on est sérieux, on s'y prend bien, et ça ouvre à la discussion. Du coup, c'est aussi parce qu'ils savaient qu'on travaillait comme ça qu'ils nous avaient offert les 2 jours. S'ils savaient qu'on ne faisait pas comme ça, ils nous auraient jamais. Je sais pas combien ça coûtait un calculateur comme ça. Je pense que c'était plusieurs mois de mon salaire, hein, donc voilà. En conclusion, juste une petite des règles que je peux donner juste comme ça. Alors si vous devez tester vos premiers tests, bah, si vous avez un projet existant, essayez de prendre les fonctions feuilles déjà pour apprendre à jouer comme ci comme ça, un peu de temps. Puis le jour où vous avez la chance de faire un nouveau projet, par exemple, essayez de jouer le jeu.
hein, une fonction un test ou une classe un test. D'accord. Au début, on ne sait pas comment faire. Il faut accepter qu'on ne sera pas gagnant tout de suite. Le premier projet, peut-être que ce ne sera pas le mieux fait. D'accord, mais c'est comme tout, il faut apprendre. Moi, j'ai une petite règle que je me donne. Quand je fais un projet, je peux m'autoriser à pas faire de test pendant 2-3 semaines. D'accord, 2-3 semaines, pas de test, ok. Alors soit au bout de 3 semaines, mon petit projet, je le jette à la poubelle parce que ça n'a pas d'intérêt. Soit au bout de 3 semaines, je dis chic, ça va dans le bon sens, on veut continuer avec. Je m'arrête, je prends, ça dépend ce que j'ai fait, 2 semaines peut-être pour faire les tests, remettre au carré ce que j'ai fait. Et ensuite, je continue potentiellement pour 6 mois, 1 an, ou plus. D'accord. Mais moi, j'évite de dépasser les 2-3 semaines sans la méthodologie. On peut pendant un temps, hein, parce qu'on n'a pas fait trop de trucs, c'est rattrapable. Au début, il vaut mieux se donner plutôt une semaine que 2, 3. Quand on a plus l'habitude, on peut prolonger pour aller plus loin parce qu'on a fait les choses qu'on dirait testables. C'est-à-dire que je vais m'arranger à ce que tout soit. Si je veux faire les tests après coup, je sais comment faire, quoi. Quand je suis au début, je ne sais pas comment faire ça, donc si j'ai pas fait gaffe, j'arriverai pas à les faire après. Si je suis sur un projet dont je sais d'avance que ça va durer des mois, des années, voilà. Personnellement, il vaut mieux dès le départ faire les tests. D'accord. Pas attendre, surtout si on n'a pas l'expérience. Et considérer que sur un long projet de longue durée, les 2 premiers mois, ça peut être 3, 4, 5, 6, 5 si vous n'avez pas d'expérience, vous allez être perdant. D'accord. Quand je dis perdant, ça va être peut-être 2 fois plus lent à la louche. D'accord. Mais vous avez vu les gains qu'on a après. D'accord. Après, c'est pas 2 fois qu'on gagne, hein. Moi, là, il y a un des projets, sur le projet sur lequel j'étais européen, là, du coup, on avait refait la même chose. Il y a un truc qui c'était 1 mois et moi, c'était 20 minutes pour le faire. Hein, donc, alors, souvent, quand on le dit aux gens, les gens, ils croient pas. Ils disent, bah, non, mais quand même, 1 mois, 20 minutes, c'est pas possible. Bah, si. Alors, en ayant mis plein de choses autour. Alors, évidemment qu'on n'a pas ça la première fois qu'on le fait, mais en fait, à force de pratiquer, c'est ça qu'on a. D'accord. Question couverture. Hein, est-ce qu'on teste tout? D'accord, faites les tests, est-ce qu'on teste tout? Alors, on peut aller 100% de couverture, tester tous les trucs, machin, c'est-à-dire qu'on va finir avec 20 000 tests ou plus. Personnellement, moi, je pense que ça n'a pas de sens. Si vous êtes en Python, couverture de test, au sens, vous avez des outils qui permettent de dire combien de vos lignes de code vous avez testé, hein, ça vous les met en rouge ou en vert si elles ont été couvertes. Moi, je considère que si vous atteignez 90% en Python, ça suffit largement, de chez largement. D'accord. Aller au-delà, bah oui, on peut, d'accord, mais en fait, on va passer plus de temps à faire des tests qui servent à rien qu'autre chose. En C, j'ai oublié de. Ouais. En C, C++, du coup, considérez que 80%, 70%, c'est déjà bien. D'accord. Si vous allez au-delà, tant mieux, mais dans la plupart des projets, ça va être un peu délicat d'aller au-delà en vrai. Ce qui est surtout important, moi, quand je développe au début, ce qui est important, c'est une fonction, un test. C'est pas la peine de faire tous les cas tests, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que le jour où vous avez un bug, ce soit facile de rajouter le test. D'accord. Donc, il faut que ce soit testable et que, si possible, qu'il y ait un exemple. Si j'ai un exemple de comment tester cette fonction-là, le jour où il y a un bug, je fais juste la variante avec les valeurs qui posaient problème pour débugger le problème et puis garder la trace. Mais je sais comment le faire. Je vais pas passer des mois à dire mince, attends, faut que je fasse le test, comment je fais, faut tout changer. D'accord. Donc, ouais, pour moi, l'important, c'est pas tant la couverture, c'est d'avoir des exemples de tests pour un peu tout qui sont déjà présents pour quand je vais attaquer les tables de débugage, en rajouter au fur et à mesure. D'accord, c'est ça qui est important. En conclusion, essayez toujours de comparer ce que vous faites en informatique, hein, on est dans un monde virtuel, mais on est quand même relié au monde réel. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous ferez dans le monde réel, hein, le cas de la voiture, la boîte à vitesse. Personne fabriquait la boîte à vitesse à chaque fois qu'il change un pignon à faire la voiture entière. On ne ferait pas ça, quoi. Et, en logiciel, on le fait, quoi. Parce que c'est facile, en tout cas, ça le semble. Et c'est pas parce que c'est virtuel que ça coûte rien, hein. Enfin, je pense que vous l'avez tous vécu, votre code, combien de temps vous passez dessus, voilà. Non, ça nous prend beaucoup de temps. Et à long terme, c'est complètement faux de dire que si on n'a pas fait gaffe, c'est juste point slash machin pour lancer le truc, quoi. En tant que chercheur, parce que souvent dans les tests, les gens disent ouais, bah, c'est pour les industriels parce qu'ils font un code qui doit marcher. D'accord. Alors déjà, en tant que chercheur, on est censé faire aussi des choses qui marchent, mais ce que je montrais, ma capacité à aller explorer des cas réels aussi, c'est parce que j'ai un truc qui marche, quoi. Sinon, ouais, bon, d'accord, j'ai un truc qui marche chouette, mais qu'est-ce que je conclus de ça et quoi je suis capable d'aller explorer avec ce que je fais, quoi. Et moi, j'ai des doctorants, j'ai déjà vu des gens en HPC où pendant 6 mois ils faisaient un truc et au bout de 6 mois, ils avaient passé 4 mois de debug et ils disaient bah, l'idée était bonne, hein, mais au bout de 4 mois de debug, mais on arrête, quoi. Et c'est bête, l'idée était bonne. Euh, Et moi, surtout, l'humain.
D'accord. Vous partez la tête fraîche le soir. Quand le stagiaire arrive, tout le monde est content, on discute. S'il y a des tensions à un moment donné parce qu'on a rushé, ben, on a un feedback qui est pas le gars exigeant qui vient râler. Et ça, c'est vraiment important, surtout ben, quand on est en équipe. On n'est pas tout seul devant un code. Aujourd'hui, on l'est plus jamais, hein. Enfin, je sais pas vous combien de fois vous avez repris le code du doctorant avant ou vous le donnez au suivant, ou vous êtes à plusieurs carrément à le faire en même temps. Aujourd'hui, c'est plutôt là-dedans qu'on est, hein, y compris enfin, en particulier, je pense en physique des particules. Euh, ben, en tenir compte, c'est important aussi, quoi. Hein, donc, ouais. Et puis le gars derrière nous, souvent c'est nous dans 2 ans si on a besoin de revenir dans ce qu'on fait. Faut prendre soin de nous-mêmes. Voilà. Donc c'est un peu un dragon, les tests unitaires, ça peut faire peur. Ben, regardez dans les yeux et vous verrez que ça devient votre ami. Voilà. Merci. Merci Sébastien, c'était très intéressant. Je suis sûr qu'il y a des questions. Non. Vraiment pas de questions? Vous voulez pas tester le speaker? J'ai une question sur les super-héros. Ouais. Là, comment ça fait qu'on a un sultan des super-héros? C'est quoi, on s'est mis vraiment dans les cas à fond? Dire comment l'idée c'est quoi? Comment le gars devient un super-héros ou pourquoi il y en a toujours un qui est. C'est pas plutôt les systèmes qu'on a aujourd'hui, là, embauche et après comment les groupes sont gérés, qui font qu'ils sont que les super-héros qui survivent. Bah, c'est pas qu'ils survivent, c'est que dans une équipe, vous avez une équipe diverse. En pratique, il y en a toujours un, et peu importe qu'il soit hyper expert ou pas, qui sera un peu plus à l'aise que les autres. Enfin, sur la complexité. Alors, ça peut être sur une partie, et après c'est un autre sur une autre partie en général. C'est ça qui se passe. Mais il y en a toujours un qui bon, est plus à l'aise à tripoter les choses. Je pense qu'en physique, vous le voyez bien, quand il s'agit de l'informatique, il y en a qui c'est plus leur truc que d'autres, ou après c'est les maths pour autre chose. Mais euh, celui-là, il est important, hein, parce que quand il y a un vrai problème, on en a besoin, quoi. La question, c'est que ce que les gens ont étudié dans les années 2000, hein, dans l'industrie plutôt, là, c'est là que ça pêchait, c'est que quand vous avez quelqu'un comme ça que vous laissez filer droit devant, parce que lui, il va très vite en général. Euh, donc déjà, quand vous l'appelez, il va régler les problèmes. Il va régler les problèmes. Donc déjà, on va avoir l'impression qu'on sait faire. C'est-à-dire que le jour où il est plus là, déjà, on sait plus faire, quoi. Ce qui est quand même, c'est embêtant parce que forcément, il y a un moment donné où quelqu'un s'en va. Et soit vous avez la chance de récupérer un nouveau héros qui lui saura faire, soit et même souvent le héros, le problème, c'est que souvent, il va prendre une grande place dans l'équipe. C'est-à-dire que lui, il code à toute vitesse. Moi, l'équipe où j'étais, par exemple, dans l'entreprise, pas la dernière où j'étais, celle d'avant, on avait ce cas-là. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui était en mode super-héros. C'était vraiment super-héros. Il faisait, il pondait, je pense, 80% du code qui sortait, et tous les autres, on épongeait les bugs. Et là, on voit que la dynamique d'équipe, c'est compliqué, et pour la boîte, c'était super dangereux, parce que si lui, il partait, ben, le projet, on le jetait, hein. Fallait être clair. Et même pour lui, c'est-à-dire qu'on est dans une entreprise, on a un client qui paye des millions pour le projet. Demain, il y a un bug sur le supercalculateur qui est tout bloqué à cause de ça. Alors, bon, le supercalculateur, on va dire s'il marche pas, c'est pas très grave, mais imaginez la banque ou Google, hein. Vous avez la banque comme client, vous avez cassé le système de carte bleue parce que voilà. Le gars en question, il est tout seul à savoir régler le problème. C'est-à-dire que lui, il peut partir en burn-out. C'est-à-dire que la protection, c'est pas juste pour l'équipe qui est pas contente, etc. C'est pour lui aussi en tant qu'humain. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se protège de ça. Et c'est pas une bonne idée de le laisser partir tout seul droit devant en fait pour lui aussi. Euh, et donc la question, toute la réflexion derrière les méthodes agiles justement, c'est comment on fait pour pas avoir ça. Et la solution, une partie de la solution clé qu'ils ont, c'est de faire les tests. Parce qu'avec les tests, tout le monde est capable de voir tout le code et d'aller se balader dedans. Et il n'y a pas le silo là où il y a que le gars qui sait faire, quoi. Et idéalement, on a fait des choses plus simples. Euh, c'est un problème compliqué, hein, parce que même avec les tests, on ne va pas dire les héros y est quand même. Mais on tempère un peu les choses, quoi. Et notamment, on s'arrange qu'il n'y ait pas un gars qui sache que cette partie-là. Hein, si vous n'avez pas les tests, vous dites, je ne sais pas si vous avez déjà fait, vous êtes sur l'expérience du CERN, il y a votre collègue qui vous dit, j'ai un bug machin, viens m'aider. Bah, vous arrivez devant le code, déjà le lancer c'est compliqué. Vous touchez une ligne, ça casse quelque chose, vous le voyez pas. Il faut, comme vous connaissez pas tout, il faut prendre des mois pour apprendre tout ce qu'il y a autour. Enfin, je sais pas, vous avez peut-être tous vécu ça dans votre vécu de tous les jours. Euh, du coup, vous allez réduire le fait d'aller regarder le chat des autres. Donc, vous restez dans votre petit campement. Alors, bien sûr, vous discutez avec les gens, c'est pas la question, mais de fait, vous vous baladez pas dans tous les codes à aller faire des pages de partout, ou pas trop souvent en tout cas. Vous avez, enfin, bien sûr qu'on va aider les autres, etc. C'est pas la question, mais
On va être plus centré sur sa partie à soi, quoi. Si on a les tests unitaires dans une équipe, normalement, un Scrum, par exemple, la méthode agile, c'est ce qu'elle veut, c'est que les gens tournent. Jamais un gars, enfin, on met jamais le même gars à faire toujours la même feature. On va tourner. Comme on tourne le gars qui a pas fait la feature d'avant, de cette partie-là du code, comme il arrive, s'il casse quelque chose, il y a un test qui dit, bah là, t'as cassé. Ben, en 10 minutes, il comprend ce qui se passe, il a du feedback, etc. D'accord? Donc, il a moins peur, donc il va oser faire. S'il n'a pas les tests, il casse quelque chose, il le voit pas, ça part chez le client. Donc, la prochaine fois, il dit, bon, écoute, la prochaine fois, tu touches pas à cette partie-là, tu vois. Et c'est là que le test, en fait, il ouvre un panel de choses au niveau humain qui est vraiment complètement bien plus que d'avoir testé son petit code dans son coin, quoi. Ouais. Tu recommandes des tutos pour ça Alors, moi, j'en ai pas là comme ça. Alors, ce que je disais, on avait discuté, si jamais ça intéresse, parce que moi, je donne des cours aujourd'hui là-dessus à l'université. Donc, on avait dit, si jamais ça intéresse les gens qu'on fasse une session plus technique, parce que là, on n'a pas parlé technique, là, j'ai fait de la pub, entre guillemets. Si jamais ça intéresse qu'on ait un jour une discussion plus technique pour comment on fait, on peut aussi, moi, j'ai déjà des supports, donc on avait dit de toute façon qu'on ferait une session. On n'a pas fixé une date, mais si ça intéresse des gens de voir comment on peut s'y prendre, en essayant de prendre des exemples si possible de chez vous, ça peut être intéressant. De toute façon, il y aura à l'école d'été, il y aura à l'école d'été de juillet a priori. Voilà. La question, c'est par où commencer à pratiquer. Souvent, c'est ça le problème, d'accord? Parce qu'aller lire des tutos ou des bouquins, ça c'est facile. La question, moi, j'ai envie de dire, finalement, les tests en termes de technique, il n'y a pas vraiment de complexité, hein. Enfin, c'est assert machin, et puis, enfin, on lit la doc du framework, on utilise. pas tellement l'aspect technique. Voilà. C'est plutôt, ouais, Voilà, la question c'est la méthodologie, voilà. Et c'est là que je dirais, la question c'est comment démarrer. C'est là que je disais, moi la première fois que j'ai fait les tests, je suis arrivé, un des profs m'avait dit, bah ouais, la tortue, machin, c'est facile. Ouais, mais devant mon code, j'ai fait quoi, quoi. Enfin, je veux dire, surtout si j'avais pas les connaissances. Bon, vous, j'imagine que vous êtes plutôt physicienne qu'informaticienne, du coup, bah évidemment, c'est plus compliqué. Moi, je dirais, pour débuter déjà, si vous avez probablement un code qui existe déjà, essayez de trouver les fonctions feuilles. Je dis Python, vous faites du coup plutôt? Alors Python, l'avantage c'est que c'est beaucoup plus facile en Python qu'en C ou C++. Donc déjà, clairement pour débuter, si vous avez un programme avec deux langages que vous manipulez tous les jours, débutez plutôt sur Python, c'est beaucoup plus facile pour apprendre les tests. D'accord? En C++, c'est déjà un petit peu plus délicat pour des raisons concrètes. En Python, c'est relativement facile de débuter. Donc quand c'est comme ça, essayez de trouver les fonctions feuilles, je disais. Hein, celles qui sont tout en bas de la pile d'appel, parce que celles-là, elles dépendent de rien. Hein, donc c'est facile à. Souvent, celles-là, on peut les prendre. Et une petite remarque aussi, les tests, en fait, vous les faites déjà souvent. Quand vous écrivez votre fonction, vous faites pas un petit main dans un petit coin et puis vous l'appelez? Je fais vachement de tests, Ouais. je sais pas si c'est ça que je fais et si je pourrais mieux les faire. Voilà. Et en général, souvent, ce que vous faites, c'est que le petit main un petit peu crado que vous avez fait dans un coin, on teste notre fonction, puis après, on le jette. Voilà. En fait, vous l'avez fait le test. On l'a déjà fait le test. En fait, vous le faites déjà. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte à force de pratiquer, c'est qu'en fait, je le faisais déjà. C'est juste que bah, déjà, je jetais, donc je jetais mon travail, en fait. C'est complètement idiot. Et je l'avais juste pas formalisé d'une manière un peu automatique, quoi. Et alors, ce qui est important, du coup, par contre, c'est d'avoir automatisé, c'est-à-dire de bien avoir décrit que. Alors, ce qu'il faut quand on fait un test unitaire, juste pour puis on a un petit détail technique, c'est on prend un cas particulier. Hein. Comme je disais, le cas de la particule, hein, je dis à position 0, vitesse 2. D'accord? Et là, je peux, tout derrière, je sais dire exactement ce que je dois avoir. D'accord? Et donc, je prends un cas très particulier, je teste ce cas particulier, point barre. D'accord? Et là, je peux vérifier toutes les valeurs qui sont attendues. D'accord? Et là, toutes les valeurs qui sont attendues, assert, machin, assert c'est bien égal à 3, assert c'est bien égal à 4, enfin. D'accord? Et en fait, ça, dans mon programme à la main, je le faisais déjà, en fait. Alors souvent, je le lisais à l'œil, je faisais un print de la valeur, et puis je regardais que c'était bien 3. Bah, du coup, à la place de mon print, machin, et puis que moi qui avais l'œil qui dit que c'est 3, bah, j'écris assert, machin égale 3, et finalement, j'ai mon test, quoi. Alors après, ce qu'il faut, c'est apprendre le framework pour les ranger, ces tests, voilà. Mais ça, vous verrez que c'est pas la difficulté du truc, quoi. Ça, les frameworks, vous les apprenez en 2 heures, vous savez faire, il y a pas. Et ouais, je disais, si vous avez votre programme déjà joué, juste au moins les fonctions feuilles, faites les tests, voilà. Alors le reste, bon, ce ne sera pas testé, c'est pas très grave. Déjà, vous avez sur votre projet aujourd'hui, vous avez déjà pratiqué sur les fonctions feuilles, déjà, ça me permet de sentir. C'est pas là que vous aurez le vrai gain. Alors déjà, des fois si, parce que je disais les fonctions courtes. Alors, on se dit, bon, la fonction courte, ouais, bah, alors souvent les bugs, il est là. Parce que bon, j'ai fait vite, elle était facile, je touche tout, j'ai foncé. D'accord? Celle-là, en plus, elle appelait partout, elle est tout en bas.
Donc non seulement c'est facile d'avoir un bug dedans, mais souvent elle est appelée partout et tout en dépend. D'accord? Donc quand il y a un bug, des fois en plus pour retrouver d'où ça vient, c'est pas toujours aussi évident que ça. Donc c'est pas perdu de commencer par ça en fait. Trouver les petits endroits où on peut arriver à jouer un petit peu, sentir un petit peu. D'accord? Et peut-être que pour le premier projet que vous avez, bah, ce sera juste ces fonctions-là. Puis le prochain, ce sera un peu plus. Et puis faut y aller doucement. Hein. C'est pas la peine de dire vous allez commencer puis demain vous savez tout faire. C'est pas vrai. Quoi. Enfin, pas comme n'importe quel truc qu'on apprend quoi. J'avais une autre question aussi. Pourquoi est-ce que la couverture des tests change avec le langage? En Python, c'est 90% et en C++, Alors, c'est 10%. bah déjà parce qu'en quoi dire, la couverture, c'est qu'à un moment donné, il va falloir être capable d'aller appeler chaque ligne. D'accord? C'est ça le truc. Il faut que je sois capable d'être passé partout. D'accord? Le truc, c'est que en C, vous avez tellement de détails à gérer que vous avez plein de ifs, de trucs un peu bizarres. Et arriver à faire que le test passe dans tous ces ifs, ça va être difficile. D'accord? En Python, comme le langage déjà fournit une abstraction qui fait que tout est plus simple, déjà vous allez vous avez beaucoup moins de détails à traiter, donc en fait beaucoup moins de ifs de base. Donc la couverture de fait augmente largement en général. Et c'est vrai que pour débuter, c'est plus facile de débuter les tests en Python et peut-être après d'aller voir en C++ comment on fait. Notamment en Python, par exemple, vous avez les assertions aussi pour gérer les erreurs, donc c'est plus facile. Euh, Vos tests en C, bon, déjà quand il y a un segfault, ça arrête tout. Enfin, il y a autre chose. Il y a d'autres problèmes pratiques qui arrivent. Ouais. Moi, quand j'écris les tests, je procède comme tu as expliqué. Mm. Et d'avoir la fonction, ensuite je la teste. Ouais. Dans l'industrie, on a beaucoup parlé des tests de bon développement. Ouais. On écrit d'abord les tests pour essayer le design en fait, du code. Ouais. Si possible, quelqu'un d'autre écrit les tests. Ouais. Ouais. Alors ça, c'est une réflexion pratique. Ouais, allez-y, s'il y avait une question précise derrière ou je. Ok. Alors moi, ce que je pratique, c'est le TDD entre guillemets à la mode, comme vous dites. J'écris ma fonction, j'écris le test. D'accord? Parce que bon, moi, je suis chercheur. Voilà, écrire toute ma batterie de tests à l'avance, voilà, ça veut dire que vous savez exactement où vous allez, quoi. Ce qui est jamais notre cas en vrai. Euh, Dans l'industrie, c'est différent parce que, alors notamment, les gens font ça plutôt dans l'aéronautique, parce que là, vous savez vraiment ce que vous voulez, vous avez une spécification hyper stricte, d'accord? Là, vous pouvez vous permettre de le faire, mais soyons francs que ça coûte hyper cher de faire ça, d'accord? C'est super compliqué. Et en vrai, la remarque que les gens se sont fait après coup là-dessus, c'est qu'en vrai, si vous commencez à écrire vos tests pour toute l'année qui vient, il n'y a aucune chance que vous arriviez à suivre le chemin en question jusqu'à la fin de l'année, parce que vous allez rendre compte en chemin que tout ce que vous avez défini, il n'y a aucune façon de, enfin, ça marche pas de le faire comme ça. D'accord? Donc vous avez, j'irai pas dire perdu votre temps, mais il y a une bonne partie des tests que vous allez devoir jeter de toute façon. Donc même dans l'industrie, en fait, les gens font moins ça aujourd'hui. C'était l'idée au départ parce que sur le papier c'est joli, mais en fait, en vrai, il y a des cas où ça marche, hein. Mais souvent c'est très difficile. Et d'ailleurs, pourquoi on fait pas de cycle en V en fait aujourd'hui qu'on fait du Scrum? Un Scrum, en gros, c'est un petit cycle en V ou un cycle en V de un mois, pas plus. Parce que les gens ont remarqué qu'en informatique, en fait, planifier sur un an, on sait pas faire. C'est pas vrai. On sait jamais planifier sur un an en informatique, c'est un mensonge. Alors, il y a des exceptions, bien sûr, mais en général, quand vous planifiez sur un an, au bout de 6 mois, vous avez divergé, vous vous rendez compte que ce que vous avez fait, il n'y a aucune façon de le faire comme ça. D'accord? Donc, le temps de planification que vous avez, non, mais c'est une vraie remarque, hein, faut pas oublier qu'en informatique, quand vous regardez les bouquins de génie logiciel des gens qui ont étudié les projets en Capper-Jones, par exemple, alors, il y a des versions plus récentes, 50% des projets en informatique sont un échec. 50%, hein. On est nul en info. Hein, genre, euh, et, euh, et justement, la remarque du cycle en V, c'est que vous arrivez, en plus, quand vous avez des problèmes, ça se tend dans les équipes, les gens s'en vont, le chef de projet s'en va, c'est plus la même vision. Enfin, au-delà du pur aspect technique, est-ce que ça marchait, ce qu'on a défini, il y a l'aspect humain qui est là. Et ça aussi, ça vient capoter là-dedans. Donc les méthodes agiles, par exemple, c'est de dire je fais un cycle en V de 2 semaines, 3 semaines. D'accord? Et je cherche pas à planifier plus loin, ça sert à rien, je sais pas faire. D'accord? D'où faire de la méthode agile sans test, c'est casse-gueule. Parce que vous n'avez rien pensé à l'avance, donc vous savez pas où vous allez. Donc forcément, il faudra changer de direction en cours de route. Si j'ai pas de test, changer de direction, c'est hyper risqué, quoi. Euh, et donc les gens, ce qu'ils pratiquent plutôt dans l'industrie, c'est de dire, en vrai, hein, enfin moi, ce que j'ai pu côtoyer moi, c'est plutôt ce que vous dites. Hein, je fais la fonction, j'écris les tests. Éventuellement, j'écris les tests de la classe ou des 2 classes que je vais faire pour les 3 prochains jours. Ça arrive aussi de temps en temps, mais pas au-delà. Le truc où je vais écrire, tu vois, toute l'expérience LHCb, tous les tests, et puis je vais faire le code après, enfin,
La machine virtuelle Python, les gens ont fait ça. Comment elle s'appelle? J'ai bouffé le nom. Bref, eux, ils ont fait ça, là, du coup, pour spécifier le langage de A à Z. Et ça a très bien marché aussi, hein, mais ils avaient déjà le recul de ce qui avait été fait avant. C'est pas la première fois qu'ils faisaient le soft. Donc, ils savaient vraiment où ils allaient et ça a donné de très bons résultats aussi. Bon, le coût de développement était énorme, hein. Ils ont mis des années à tout implémenter, du coup, avec quelques problèmes en route. Si on est prêt à avaler le coup, c'est bien aussi, mais en vrai, bon, déjà pour un projet de recherche, je pense que c'est pas réaliste. Et à pratiquer tous les jours, c'est quand même, enfin, c'est lourd, quoi. Donc, si vous êtes de l'industrie, vous avez peut-être de quoi payer les gens pour le faire, mais après, que ce soit quelqu'un d'autre qui écrive les tests, alors moi je dirais, ce qui est intéressant, c'est les tests d'intégration, que ce soit quelqu'un d'autre qui les fasse. Le test unitaire, honnêtement, comme je vous disais, moi le test unitaire, c'est un feedback pour moi. Donc je le veux en tant que développeur pendant que je développe. Si j'attends que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse, la boîte où j'étais avant, justement, ils avaient fait, alors, entre guillemets ça, ils faisaient les tests d'intégration avec quelqu'un d'autre et pas de test unitaire. Voilà. Donc, on avait une équipe de QA, donc les développeurs écrivaient le code et puis l'équipe du QA validait. Bon, enfin, c'est la vieille école des années 2005, quelque chose comme ça. Franchement, enfin, au jour le jour, c'est chiant, quoi. Les gens de la QA, ils comprenaient rien à ce qu'on faisait, donc ils savaient pas quoi tester. Nous, on savait pas lancer les tests, donc voilà. C'est dur, quoi. Enfin, aujourd'hui, on sait, enfin, en vrai, faut plus travailler comme ça, quoi. Sauf quelques projets, des fois, on n'a pas le choix. Alors, avoir une équipe de QA derrière, après avoir fait les tests unitaires, moi, je dirais le test unitaire, c'est le développeur. Le test d'intégration, ça peut, et même c'est bien que ce soit quelqu'un d'autre, ça, c'est vrai. D'accord? Mais ça vient après le reste, quoi. Parce que le test unitaire, il impacte votre code, donc dire que c'est quelqu'un d'autre. Alors, ou alors c'est votre voisin avec qui vous bossez tous les jours. En fait, les tests unitaires, c'est né de l'extreme programming, hein. L'extreme programming, vous êtes deux devant la machine. Donc, idéalement, on peut dire il y en a un qui écrit les tests, l'autre le code. Ça marche très bien. Et d'ailleurs, c'était un peu comme ça que c'était pensé au départ. Et quand on dit que les méthodes agiles, il faut les tests, c'est parce que les méthodes agiles ont été construites sur l'extreme programming. C'est-à-dire qu'ils sont partis de l'extreme programming, ils ont construit la méthode agile au-dessus. Donc, quand vous dites, quand vous entendez des gens dire je fais du Scrum sans test, mais la graine, tu l'as oublié, quoi. Ça peut pas marcher. Ok. Bon, d'autres questions? Merci beaucoup encore. À la prochaine.